J'ai trouvé ma fille dans les bois à l'extérieur de la ville, à peine vivante. Ma belle-mère a fait ça. Elle a dit que j'avais le sang sale, a chuchoté la jeune fille, luttant pour respirer. Je l'ai ramenée à la maison, et plus tard, j'ai écrit à mon frère aîné. Maintenant, c'est notre tour. Il est temps d'utiliser ce que notre grand-père nous a enseigné. Ceci est une histoire basée sur des événements réels. Bonjour, mes chéris. Mettez de côté vos corvées pendant 1 minute. Je veux vous raconter une histoire qui vous aidera à porter un nouveau regard sur vos proches. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nous vous souhaitons une écoute agréable. Le mois d'octobre s'est avéré froid. L'humidité pénétrait partout, se glissant sous ma veste, me forçant à m'envelopper dans une vieille écharpe en laine. Je revenais du marché fermier, où j'avais acheté les dernières pommes de la saison pour la confiture. Ma vieille Chevy, fidèle assistante depuis 15 ans, vrombissait d'efforts sur le chemin de terre défoncé. Dans le crépuscule épais de la soirée d'automne, la route était à peine visible, mais je connaissais chaque nid de poule, chaque tournant. Ces lieux étaient ma maison depuis toujours. Je suis Ruby Vance, veuve, mère et grand-mère. Beaucoup de gens dans notre comté me connaissent. J'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital rural et j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Maintenant, je m'occupe de mi-jardin, je cuis des tartes pour mes petits-enfants et je prépare des conserves pour l'hiver. La vie ordinaire d'une femme ordinaire bien que les gens m'aient rarement qualifiée d'ordinaire. Avec mes cheveux noirs, à peine touchés par le gris même à 56 ans, ma peau foncée et mes yeux sombres et profonds, je sortais toujours du lot ici, dans cet arrière-pays rural. Mauvais sang, murmurait-il dans mon dos, parfois avec admiration, plus souvent avec méfiance. Et ils avaient raison. Ma grand-mère était une femme noire fière qui avait épousé un homme blanc, mon grand-père, contre la volonté de sa famille. Cette histoire s'était transmise dans la famille comme une légende sur un grand amour qui avait vaincu les préjugés. Le téléphone dans la poche de ma veste a éclaté d'une sonnerie stridente, me faisant sursauter. C'était un vieil appareil à touche, fiable, avec une batterie puissante qui ne faiblissait pas, même par des températures glaciales. Un numéro inconnu s'est affiché sur l'écran. Allô ? J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, ralentissant sur un tronçon particulièrement chaotique. Ruby Vance ? Une voix d'homme, inconnue et essoufflée. Ruby Vance ? Oui, c'est moi. Vous devez venir d'urgence. Les bois derrière l'ancienne carrière. Savez-vous où c'est ? Mon cœur a raté un battement. Je suis Sam, un chasseur. J'habite de l'autre côté de la rivière. J'ai trouvé votre fille. Elle est en mauvais état. Très mauvais. Elle a sa carte d'identité sur elle, votre numéro est indiqué comme contact d'urgence. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai freiné brusquement. La voiture a dérapé sur l'argile mouillée. Qu'est-ce qu'elle a ? Que s'est-il passé ? Battue violemment. Elle est consciente mais par la peine. J'ai appelé le 911, mais ils mettront longtemps à arriver ici. Dépêchez-vous. J'ai fait faire demi-tour à la Chevy en plein milieu de la route, manquant de finir dans le fossé. Mes mains tremblaient, mais ma tête fonctionnait clairement. L'ancienne carrière s'était à environ 7 miles au nord, le long d'un chemin forestier. Une seule chose tournait dans ma tête, Olivia, ma petite fille, tiens bon. Ma fille a 32 ans. Belle, intelligente, têtue. À 24 ans, elle a épousé Gavin, l'héritier d'une grande entreprise de construction. Elle a emménagé dans la capitale de l'État, dans un manoir luxueux. Elle appelait rarement et rendait visite encore moins. Elle répondait toujours à mes questions sur sa vie de manière évasive. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. Et je faisais semblant de la croire, bien que mon cœur de mère le sentît. Tout n'était pas rose dans sa cage dorée. La route vers la carrière serpentait entre les trembles et les bouleaux clairsemés. La voiture tressautait sur les nids de poules. Je maîtrisais à peine la direction, mais je ne ralentissais pas. Des pensées se bousculaient dans ma tête. Qui aurait pu battre Olivia ? Un vol ? Ce n'était pas possible. Gavin semblait toujours calme, poli. Certes, sa mère, Lucille Sterling, me regardait comme si j'étais transparente et considérait notre famille et notre race comme une tâche qu'elle voulait effacer de son précieux fils. Au détour d'un virage, l'ancienne carrière est apparue une fosse de sable abandonnée envahie de jeunes pins. Un pick-up cabossé se tenait sur l'accotement, portières ouvertes. Un homme d'un certain âge en veste de camouflage piétinait à côté.
J'ai freiné et j'ai sauté de la voiture, oubliant d'éteindre le moteur. Où est-elle? Ma voix s'est brisée. Là-bas. Il a agité la main vers la lisière de la forêt. À une centaine de mètres. J'ai mis ma veste sous elle et j'ai laissé un thermos de thé. Je voulais la porter, mais j'ai eu peur. Et s'il y avait des fractures? Je me suis précipité dans la direction indiquée. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol détrempé par la pluie. Les branches me fouettaient le visage. J'ai trébuché, je suis tombé, je me suis relevé et j'ai couru à nouveau. Quelque chose de clair est apparu entre les arbres. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Ses cheveux étaient emmêlés de sang et de terre, son visage était tuméfié. Il y avait une énorme ecchymose sous son œil. Son manteau léger d'un créateur coûteux s'était transformé en chiffon sale. Elle était allongée sur le côté, recroquevillée, tout comme elle le faisait dans son enfance quand elle était malade. Olivia, mon bébé. Je me suis laissé tomber à genoux à côté d'elle, craignant de la toucher. Elle a entrouvert les yeux. L'un était presque complètement fermé par l'enflure. L'autre paraissait trouble, sans mise au point. Ses lèvres ont tremblé dans un faible sourire, immédiatement remplacé par une grimace de douleur. Maman. Je suis là, ma chérie, je suis là. J'ai doucement caressé sa tête, en évitant les blessures évidentes. L'ambulance arrive déjà. Tiens bon, ma petite. Elle a essayé de s'asseoir mais a gémi de douleur. J'ai remarqué qu'un bras était tordu de façon anormale. Une fracture, sans aucun doute. Qui a fait ça? Ma voix sonnait d'une fermeté inattendue. Elle a léché ses lèvres gercées et a toussé. Je l'ai aidé à prendre une gorgée du thermos que le chasseur avait laissé. Le thé chaud semblait lui redonner des forces. Lucille Sterling, a-t-elle chuchoté si bas que je pouvais à peine entendre. Ta belle-mère? Je n'en croyais pas mes oreilles. Olivia a hoché la tête, grimaçant de douleur. Elle a dit mon sang sale. Une honte pour leur famille. Quelque chose a craqué en moi. Une rage que je n'avais jamais éprouvée auparavant a envahi tout mon être. Je savais que Lucille nous méprisait les Noirs. Mais battre une femme sans défense, sa propre belle-fille? Maman. Olivia a saisi ma main. Pas d'hôpital. Ils ont des gens partout. Maison. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Tu as besoin d'une aide médicale. Non. Il y avait de la panique dans ses yeux. Il la couvrira. Gavin est toujours de son côté. Je me suis figé. Son mari ne la protégerait pas de sa propre mère. Mais c'était de la folie. Puis je me suis souvenu de grand-père Nick, le père de mon père, un vétéran du Vietnam, un homme à la volonté de faire et au regard perçant. Il disait souvent, Ruby, si une situation semble insensée, cherche ce qui n'est pas visible à la surface. À ce moment-là, le hurlement d'une sirène s'est fait entendre au loin. L'ambulance. Je devais décider immédiatement. Que s'est-il passé, Olivia? Pourquoi a-t-elle fait ça? Ma fille a dégluti, grimaçant de douleur. J'ai trouvé des documents dans le coffre-fort de Gavin. Elle vole de l'argent à la fondation de charité. Des millions destinés aux enfants malades. Chaque mot lui était difficile. Je lui ai demandé directement. Elle est devenue pâle, puis a suggéré que nous sortions de la ville pour aller voir un nouveau terrain. Elle a dit qu'elle expliquerait tout. Le tableau se dessinait progressivement. Olivia avait découvert quelque chose de compromettant, probablement par accident. Et Lucille Sterling, directrice d'une grande fondation caritative et dame respectée en ville, avait décidé de se débarrasser d'un témoin gênant. De ses propres mains? Par des mercenaires ou elle-même? Elle-même, a chuchoté Olivia, comme si elle lisait dans mes pensées. Elle m'a conduite ici dans son SUV. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance, que personne ne me croirait, pas avec mes origines. La sirène se rapprochait. Les médecins seraient bientôt là. La chose correcte à faire serait d'envoyer ma fille à l'hôpital, d'appeler la police et de porter plainte. Mais si la famille de son mari avait vraiment de tels contacts, et s'il était du côté de sa mère, il pourrait faire taire Olivia pour toujours. La décision fut instantanée, comme si un interrupteur s'était déclenché dans ma tête. Est-ce que le chasseur a vu qui t'a amené? Ai-je demandé. Non, elle est partie. Elle pensait que je mourrais ici de froid et de mes blessures. Je me suis levé et j'ai couru vers la route. Le chasseur était toujours là, fumant,
appuyé contre son camion. Sam, c'est ça? Je me suis approché de lui. Avez-vous vu qui l'a déposé? Non. Il a secoué la tête. Je cherchais des champignons. Je suis tombé sur elle par accident. Il faisait déjà nuit. Écoutez. J'ai parlé rapidement, de peur que l'ambulance n'arrive avant que je puisse tout expliquer. Ma fille est en danger. C'est une affaire de famille. Je l'emmène à la maison. Je lui prodiguerai les soins moi-même. Je suis soignante. Il a froncé les sourcils, me regardant avec doute. Madame, elle a besoin d'une aide sérieuse. Elle pourrait avoir des blessures internes. Je sais. J'ai baissé la voix. Sa belle-mère a fait ça. Elle a des relations partout, y compris à l'hôpital. Si Olivia finit là-bas, ils la feront taire, ou pire. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Puis la compréhension y est apparue. Vous voulez que je... Dites au médecin que c'était une fausse alerte, que vous vous êtes trompé, et j'emmènerai ma fille. Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je sens que vous ne mentez pas. Mais si son état empire. Je suis infirmière avec 30 ans d'expérience, ai-je répété, et je suis une mère. Il a hoché la tête une fois de plus, puis a commencé à brosser sa veste. Allez voir votre fille. Je m'occupe de l'ambulance. J'ai serré sa main en un merci silencieux et j'ai couru rejoindre Olivia. Le hurlement de la sirène devenait de plus en plus fort. Allons-y, ma chérie. J'ai aidé avec précaution Olivia à s'asseoir. Nous allons atteindre la voiture maintenant. Et l'ambulance? Elle pouvait à peine tenir sa tête. J'ai annulé l'appel. J'ai menti. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Elle n'a pas discuté. Je l'ai aidée doucement à se lever et j'ai passé son bras valide sur mon épaule. Olivia a gémi de douleur mais a avancé, s'appuyant sur moi. Nous avons marché lentement vers la route, en évitant l'endroit où le chasseur était resté. À travers les arbres, les gyrophares de l'ambulance étaient déjà visibles. Nous avons atteint ma Chevy. J'ai installé ma fille sur le siège avant et j'ai attaché la ceinture de sécurité, en essayant de ne pas toucher son bras blessé. J'ai contourné la voiture, me suis installé au volant et j'ai démarré doucement. Je n'ai allumé les phares qu'une fois que nous avons été à une distance suffisante de la carrière. C'est bon, ai-je dit, quand nous avons débouché sur une route goudronnée plus convenable. On rentre maintenant. Olivia a fermé les yeux, s'appuyant contre le siège. Dans la faible lumière du tableau de bord, son visage paraissait gris. Maman, ils ne s'arrêteront pas, a-t-elle chuchoté. Maintenant, j'en sais trop. Nous allons trouver quelque chose. J'ai essayé de donner à ma voix un ton assuré, bien qu'à l'intérieur, tout trembla de peur et de rage. L'essentiel, c'est que tu sois vivante. Olivia a soudainement saisi ma main, me forçant à relâcher ma prise sur le volant un instant. Maman, j'ai des preuves, a-t-elle dit d'un ton inattendument ferme. Les documents? J'ai réussi à les photographier sur mon téléphone avant qu'elle. Avant que nous ne partions. Mon cœur a bondi. Où est le téléphone? Dans mon sac. Elle ne l'a pas pris. Apparemment, elle a décidé de faire croire à un vol. J'ai hoché la tête. Mes pensées fonctionnaient avec une clarté cristalline. Nous devions cacher Olivia là où il ne la chercherait pas, soigner ses blessures et contacter quelqu'un qui pourrait aider à gérer cette situation. Une image a immédiatement surgi dans ma mémoire, Marcus, mon frère aîné. Un ancien militaire, tout comme notre grand-père. Dur. Un homme de peu de mots, fiable comme un roc. Il vivait dans le comté voisin, travaillait pour une entreprise de sécurité privée et, contrairement à moi, n'avait pas perdu contact avec les compétences que grand-père nous avait enseignées. Olivia, me suis-je tourné vers ma fille, tu dois tout me raconter depuis le début, mais d'abord nous allons contacter l'oncle Marcus. Tu te souviens de lui? Elle a hoché la tête faiblement. Celui qui m'a appris à tirer au lance-pierre. Exactement. J'ai essayé de sourire. Il va nous aider. Nous avons roulé dans l'obscurité le long de routes de campagne désertes. Devant nous se trouvait ma maison en bois, vieille mais solide. Et dans le grenier, sous une couche de poussière, se trouvait un coffre que mon frère et moi avions apporté après la mort de grand-père. Un coffre avec des choses qui pourraient s'avérer plus utiles que je ne l'avais pensé durant toutes ces années. J'ai sorti mon téléphone et, sans ralentir,
j'ai tapé un message à mon frère, Marcus, j'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de ce que grand-père Nick nous a appris? C'est notre tour. Nous avons atteint ma maison à la périphérie du village alors que la nuit avait enfin pris le dessus. Les étoiles s'étaient déversées dans le ciel, brillantes et froides. L'air d'octobre sentait les feuilles en décomposition et les premières gelées. La vieille maison en rondin nous a accueillis par le silence. J'ai aidé Olivia à sortir de la voiture, la portant presque jusqu'au porche. Elle pouvait à peine bouger ses jambes mais tenait bon stoïquement. Ma fille avait toujours été forte. Dans son enfance, en tombant de vélo, elle se relevait en silence, s'essuyait les genoux et continuait de rouler. Mais maintenant, même elle luttait. Juste un instant, ma chérie, juste un instant. Je l'ai assise sur le canapé du salon et je me suis précipité vers la cheminée. Il faisait frais dans la maison, j'étais parti le matin et n'avais pas eu le temps de chauffer. J'ai habilement allumé un feu avec des copeaux de bois préparés et des bûches de bouleau. Bientôt, le feu crépitait joyeusement, jetant des reflets sur le visage pâle de ma fille. « Regardons tes blessures », ai-je dit, en allumant la lampe de table. Sous la lumière vive, Olivia paraissait encore plus mal en point. L'échymose sous son œil devenait rapidement noire. Sa lèvre était fendue, il y avait une éraflure profonde sur sa joue. J'ai soigneusement aidé Olivia à enlever son manteau. Chaque mouvement la faisait gémir. Sous son chemisier fin, des bleus étaient visibles. Son bras droit pendait mollement. Fracture, ai-je déclaré, en palpant doucement le poignet. Probablement simple, sans déplacement. Je dois l'immobiliser. Ma trousse de premiers soins contenait tout le nécessaire, 30 ans de travail comme infirmière n'avaient pas servi à rien. J'ai traité toutes les plaies visibles avec de l'antiseptique, j'ai posé une attelle à son poignet et je lui ai donné des analgésiques et des anti-inflammatoires. Merci, maman, a chuchoté Olivia quand j'ai fini. Tu sais toujours quoi faire. J'ai souri amèrement. Le savais-je? Ma fille unique était allongée devant moi, battue et brisée, et l'ennemi n'était pas un voyou de rue mais une femme d'affaires puissante aux relations massives. Que pouvais-je opposer à son argent et à son influence? Le téléphone, me suis-je souvenu. Tu as mentionné des preuves. Olivia a désigné son sac un cuir coûteux avec des garnitures en or. À l'intérieur, j'ai trouvé l'iPhone de dernier modèle dans une coque fissurée. L'écran, heureusement, était intact. Code 1989, a dit Olivia. L'année où tu as emménagé dans cette maison. J'ai déverrouillé le téléphone, notant involontairement que pour son mot de passe, elle avait choisi une date importante pour nous deux. Malgré la vie luxueuse dans le manoir de son mari, elle n'avait pas oublié ses racines. Galerie, a-t-elle suggéré. Dossier, document pour Gavin. J'ai trouvé le dossier. Il y avait des dizaines de photos de rapports comptables, d'ordres de paiement et de contrats. À première vue, c'étaient des papiers commerciaux ordinaires. Mais je comprenais qu'Olivia y avait vu quelque chose d'important, quelque chose pour lequel Lucille Sterling avait pris un tel risque. Explique-moi ce qu'il y a là, ai-je demandé, m'asseyant à côté de ma fille. La Fondation Hope, a commencé doucement Olivia. Lucille en est la directrice et la fondatrice. Chaque année, des dizaines de millions de dollars passent par la Fondation pour le traitement d'enfants malades, pour le soutien aux maisons de retraite, pour la construction d'aires de jeu. Tout est officiel, tout est transparent. Elle s'est arrêtée pour boire une gorgée d'eau du verre que je lui avais tendu. Il y a 2 semaines, Gavin m'a demandé de l'aider avec les documents pour le rapport annuel de la Fondation. Il fait partie du conseil d'administration, mais honnêtement, il n'a jamais vraiment regardé, il signait juste là où sa mère lui indiquait. J'ai hoché la tête. C'était bien dans l'esprit de Gavin, beau et charmant, mais un homme absolument sans colonne vertébrale, vivant toute sa vie sous la direction de sa mère. J'ai commencé à examiner les documents et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De grosses sommes, de 5 à 15 millions de dollars, étaient régulièrement transférées sur des comptes de firmes aux noms tels que Consulting ENC ou Business Analytics. Les frais concernaient des services de conseil, un soutien juridique ou de l'analytique. Mais il n'y avait aucun rapport détaillé sur ces services, et quand j'ai cherché des informations sur les entreprises elles-mêmes des sociétés écrans, je suppose, créées pour le blanchiment d'argent. Exactement, a hoché Olivia. J'ai vérifié les bases de données. Elles ont toutes été enregistrées peu de temps avant de recevoir de l'argent de la Fondation. Les fondateurs? Des gens ayant perdu leur passeport, décédés, ou totalement inconscients de leur participation. Des prête-noms classiques. Et l'argent?
L'argent allait sur des comptes dans des zones offshore. Et tu as posé la question à ta belle-mère à ce sujet? J'ai secoué la tête. J'ai réalisé, a-t-elle souri faiblement avec ses lèvres gercées. Mais j'ai décidé de lui donner une chance de s'expliquer. Je fais partie de la famille, après tout. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une explication raisonnable. J'ai soupiré. Ma fille naïve et gentille croyait toujours au meilleur chez les gens, même quand les preuves disaient le contraire. Et qu'a-t-elle dit? Rien. Olivia a grimacé de douleur. Au début, elle est devenue pâle, puis elle s'est ressaisie. Elle a dit que j'avais tout mal compris, que c'était un montage financier complexe pour l'optimisation fiscale, tout à fait légal. Et puis elle a suggéré que nous sortions de la ville. Elle a dit qu'elle expliquerait tout en détail, sans oreilles indiscrètes. Et tu y es allé? Oui. Elle a baissé les yeux. Stupide, non? Mais je pensais qu'elle était toujours la mère de mon mari, la grand-mère de mon futur enfant. Je me suis figé. Tu? Olivia a hoché la tête, couvrant son ventre de sa main valide. 12 semaines. Nous ne l'avions encore dit à personne, nous voulions attendre le 2e trimestre. Gavin était si heureux. Mon cœur s'est serré de douleur et de rage. Lucille Sterling avait battu une femme enceinte, sa propre belle-fille, qui portait son petit enfant, et tout cela à cause de l'argent. Elle était au courant pour le bébé? Oui. Olivia a dégluti. Je lui ai dit dans la voiture. Je pensais que ça l'arrêterait, mais elle a ri. Elle a dit qu'avec mon sang sale, je n'avais pas de place dans leur famille, que mon enfant gâcherait leur lignée impeccable. J'ai fermé les yeux pour retenir des larmes de rage. Ma grand-mère, malgré la couleur de sa peau et les préjugés auxquels elle a dû faire face, était une femme très instruite, jouait du piano et a élevé une famille de patriotes. Et cette parvenue arrogante. Elle a arrêté la voiture près des bois, a continué Olivia d'une voix calme. Elle a dit qu'elle voulait me montrer le terrain qu'ils achetaient. Nous sommes sortis, et puis elle. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle m'a frappé avec quelque chose de lourd sur la tête, un démonte-pneu du coffre, je pense, et puis. Elle a tremblé en se souvenant. Elle était comme une folle, répétant sans cesse des choses sur mon sang, sur la façon dont je voulais détruire leur famille, les déshonorer, prendre leur argent. J'ai serré ma fille dans mes bras, en essayant de ne pas toucher les zones blessées. Elle a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré sans bruit. Elle m'aurait tué sans un coup de téléphone, a chuchoté Olivia. Quelqu'un l'a appelée. Elle a été distraite, a commencé à dire qu'elle arrivait déjà, que tout était en ordre, et puis elle est simplement montée dans la voiture et est partie. Me laissant mourir de froid et de mes blessures. Le téléphone dans ma poche a vibré, un message de mon frère, je pars maintenant. Nous serons là d'ici le matin. N'appelle personne. Éteins les téléphones. Ils peuvent les tracer. J'ai ressenti une vague de soulagement. Marcus était toujours une arrière-garde fiable. Si quelqu'un savait quoi faire dans une telle situation, c'était lui. Ton téléphone doit être éteint, ai-je dit à Olivia. Et le mien, aussi. Dans la voiture, s'est-elle souvenue soudainement. Sous le siège. Gavin a insisté pour réparer ta cheville dans leur centre de service il y a 3 mois. Ils auraient pu. J'ai compris immédiatement. Un traceur. Il m'avait surveillé tout ce temps. Attends ici. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Dehors, il faisait encore plus froid. Les étoiles semblaient particulièrement brillantes dans le ciel sans lune. Je me suis accroupi près de la voiture, j'ai éclairé le châssis avec la lampe de mon téléphone, et en effet il y avait un petit boîtier noir fixé au cadre sous le siège conducteur. Je l'ai arraché et examiné. Un traceur GPS professionnel. De retour à la maison, j'ai posé l'appareil sur la table. Tu avais raison, ai-je dit à ma fille. Ils nous surveillaient. Ils savent où tu habites. Olivia a essayé de se redresser davantage mais a grimacé de douleur. Nous devons partir d'ici. J'ai secoué la tête. Non. Ce serait logique, mais c'est ce qu'ils attendent. Nous resterons ici. Marcus arrivera bientôt, et nous déciderons de la suite. J'ai retiré la batterie du portable d'Olivia, puis j'ai éteint mon téléphone également. Nous ne pouvions plus être tracés. En attendant, je me suis dirigé vers la vieille commode et j'ai tiré le tiroir du bas. Nous aurons besoin de ça. Sous une pile de vieux pulls,
J'ai sorti un étui usé avec un pistolet le 1911 de service de mon grand-père, qu'il avait officiellement enregistré en son temps. Je gardais le permis à jour, bien que je n'ai pas sorti l'arme une seule fois durant toutes ces années. Tu sais comment faire? Olivia a ouvert de grands yeux. Oui. J'ai vérifié le chargeur et la sécurité. Grand-père m'a appris, et Marcus a rafraîchi mes compétences il y a quelques années. J'ai placé le pistolet sur la table à côté du traceur de symboles de notre nouvelle situation. Nous étions des proies, mais des proies capables de riposter. Olivia s'est appuyée contre les oreillers que j'avais placés derrière elle. Son visage était épuisé, mais quelque chose de nouveau apparaissait dans ses yeux, pas seulement de la peur, mais de la détermination. Nous avons besoin d'un plan, a-t-elle dit. J'ai les documents, mais ce n'est pas suffisant. Ils peuvent tout nier. Dire que je les ai forgés ou mal interprétés. Marcus va nous aider. Je me suis assise à côté d'elle. Il connaît des gens qui ont accès à des bases de données. Si nous pouvons tracer le mouvement de l'argent. Ce n'est pas si simple. Olivia a secoué la tête. Le schéma est complexe. Sociétés écrans, comptes offshore. Cela prend du temps et des ressources que nous n'avons pas. Alors nous devrons agir différemment. J'ai regardé pensivement par la fenêtre. Derrière la vitre, l'obscurité s'épaississait, devenant presque tangible. Quelque part là-bas, à 100 000 de distance dans un manoir luxueux au bord de la rivière, se trouvait une femme qui avait essayé de tuer ma fille, qui nous méprisait pour notre race, et qui pensait pouvoir rester impunie grâce à l'argent et aux relations. Dis-moi tout ce que tu sais sur Lucille Sterling, ai-je demandé. Sur ses habitudes, ses peurs, ses faiblesses. Pourquoi? Olivia a frissonné. Tu ne vas pas? Projets sociaux, interviews dans des magazines de luxe, c'est sa façon de se montrer sous un certain jour. En réalité, qu'en est-il de son mari, ton beau-père? Arthur Sterling. Olivia a ri sans joie. Un grand homme d'affaires, à la tête d'une société holding. En public, un homme de famille modèle, père et mari. En réalité, il vit séparément, a une maîtresse plus jeune que moi, et n'intervient jamais dans les affaires de sa femme à condition qu'elle ne crée pas de problème pour l'entreprise. Et Gavin, ton mari? Le visage d'Olivia s'est contracté de douleur, et j'ai réalisé que ce n'était pas une blessure physique. Maman, il m'aime, honnêtement. Mais il sera toujours du côté de sa mère. Il a fusionné avec elle par un cordon ombilical que personne n'a coupé. Il a 40 ans, et il l'appelle encore pour savoir quelle cravate porteur pour une réunion. J'ai serré sa main valide. C'est pour ça que tu ne veux pas retourner là-bas. Oui. Elle a baissé les yeux. Si je finis à l'hôpital, Gavin me ramènera à la maison, et là-bas, Lucille finira ce qu'elle a commencé. Personne ne l'arrêtera. Un lourd soupir s'est échappé de ma poitrine. Ma fille était tombée dans une cage dorée dont elle ne pouvait plus s'échapper désormais. Nous devons nous tourner vers quelqu'un que Lucille ne peut pas faire taire, ai-je dit, réfléchissant à voix haute. Quelqu'un qu'elle craint ou qu'elle ne peut pas contrôler. Olivia a réfléchi un instant, puis ses yeux se sont agrandis. Arthur Sterling, a-t-elle chuchoté. Son mari. Elle peut faire ce qu'elle veut tant que cela ne nuit pas à l'entreprise. Mais si un scandale avec la fondation fait surface, cela entachera la réputation de la holding et alors il interviendra, ai-je repris. Oui, a hoché Olivia. Ce n'est pas la personne la plus agréable, mais c'est un pragmatique. S'il doit choisir entre sa femme et les affaires, il choisira les affaires. J'ai terminé sa pensée. Bien. Mais comment l'atteindre? Il est sûrement entouré de sécurité et de secrétaires. J'ai son numéro personnel. Olivia a souri faiblement. Gavin l'a appelé devant moi une fois. Je l'ai mémorisé. Je n'aurais jamais pensé que cela servirait. J'ai hoché la tête. Le plan commençait à prendre forme. Mais d'abord, attendons Marcus. J'ai regardé l'horloge. Il avait encore 6 heures de route. Tu dois te reposer. J'ai aidé ma fille à s'allonger plus confortablement et j'ai ajusté les oreillers. Ses paupières devenaient lourdes. L'effet des analgésiques et la tension des dernières heures se faisaient sentir. Maman. Elle a rattrapé ma main alors que j'allais quitter la pièce. Merci. Pourquoi, ma fille? Pour ne pas m'avoir demandé pourquoi j'avais épousé un homme aussi faible. Elle a souri amèrement. Pour ne pas m'avoir dit, je t'avais prévenu au point.
Je me suis penché et j'ai embrassé son front. Nous faisons tous des erreurs, ma chérie. L'essentiel est de les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Quand elle s'est endormie, je suis sorti sur le porche. La nuit était froide et claire. Les étoiles, brillantes et impassibles, me regardaient d'en haut. Quelque part au loin, un chien aboyait. J'ai inspiré profondément l'air glacial. J'ai pensé à ma grand-mère, Zora, une femme noire fière qui, malgré les codes sociaux stricts de son époque, vivait la tête haute. J'ai pensé à sa fierté et à sa force, qu'elle a transmise à ma mère, et de ma mère à moi. J'ai pensé au « sang sale » que Lucille méprisait tant. Aujourd'hui, ce sang bouillait, et il ferait rage jusqu'à ce que la justice triomphe. Non pas pour se venger, mais pour la protection de ma fille et de son enfant à naître. Le traceur que j'avais retiré de la voiture fonctionnait toujours, faisant clignoter une petite lumière rouge. Je l'ai posé sur une souche près de la maison. Qu'ils pensent que je suis ici. Qu'ils viennent. Je serai prête. Et le bébé? Elle a instinctivement couvert son ventre de sa main. Il semble aller bien. Pas de saignement, pas de douleur intense dans le bas-ventre, mais un examen médical est nécessaire. Marcus a échangé des regards avec moi. Nous comprenions tous les deux à quel point il était risqué d'aller à l'hôpital local, mais laisser Olivia sans aide médicale était impossible. J'ai un ami médecin à Springfield, a dit Marcus, faisant référence à son passage dans l'armée. On peut lui faire confiance, et il viendra ici. Pas besoin d'aller n'importe où. Merci, a dit Olivia doucement, puis elle s'est soudainement tendue. Le téléphone. Ils peuvent écouter vos conversations. Ne t'inquiète pas, Marcus lui a montré de nouveaux téléphones jetables. Nous n'utiliserons que ceux-ci, et j'appellerai le médecin depuis une cabine téléphonique dans la ville voisine. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a soulevé le bord du rideau. Nous ne pouvons pas rester ici, a-t-il dit, scrutant l'aube. La maison est trop exposée. Les bois arrivent juste du côté nord. Position idéale pour l'observation et l'attaque. Mais où irons-nous? J'ai regardé autour de la pièce avec confusion. Impossible d'aller à l'hôtel. Il faut une pièce d'identité. Chez des amis? Nous les mettrions en danger. Grand-père avait une cabane de chasse, a dit Marcus pensivement, à environ 12 milles d'ici, au plus profond des bois. Tu te souviens? J'ai acquiescé. Une petite cabane en rondin sur la rive d'un lac forestier où grand-père nous emmenait pêcher. Je n'y étais pas retourné depuis 15 ans, mais je me souvenais bien de l'endroit. On ne peut y accéder qu'à pied ou avec un véhicule tout-terrain, a continué Marcus. Pas de route, seulement des sentiers forestiers. Cachette idéale. Mais Olivia elle ne pourra pas marcher. Nous prendrons ta Chevy, a-t-il décidé. Nous laisserons simplement le traceur ici au cas où il suivrait la voiture par satellite, et nous partirons au crépuscule pour qu'il soit plus difficile d'être vu. J'ai accepté. Le plan était risqué, mais logique. La cabane était loin de toute civilisation. Personne ne nous chercherait là-bas. Et les preuves, a demandé Olivia. Les documents de la fondation? Marcus s'est assis à côté d'elle et a étudié attentivement les photos sur le téléphone. Impressionnant, a-t-il admis. Mais tu as raison. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'une confirmation de sources indépendantes, relevé bancaire, données du registre, confirmation de l'activité de la société écran. As-tu accès à de telles choses, a demandé Olivia avec espoir. Marcus a souri mystérieusement. Pas moi, mais je connais des gens qui l'ont d'anciens coéquipiers qui travaillent maintenant dans des structures ayant accès aux bases de données. Pour une certaine somme, ils peuvent t'aider. De combien as-tu besoin? Je calculais déjà combien d'argent j'avais économisé. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Marcus a fait un geste de la main. J'ai des économies, et c'est un investissement dans l'avenir de notre famille. Il a sorti un ordinateur portable de son sac et l'a allumé. Hors ligne, a-t-il expliqué. Ne se connecte pas directement à Internet. Sûr. Pendant que Marcus travaillait, je me suis occupé d'Olivia, je l'ai aidé à se laver, j'ai changé ses bandages et préparé un petit déjeuner léger. Son état était stable, mais les ecchymoses avaient pris une teinte violet-vert affreuse. Regarder le visage meurtri de ma fille était physiquement douloureux. Maman, a-t-elle dit doucement, quand nous étions seuls dans la cuisine. J'ai peur. Je sais, chérie. Je l'ai doucement serré dans mes bras. Mais nous allons gérer cela.
Nous l'avons toujours fait. Pas pour moi, elle a secoué la tête. Pour le bébé. Et à cause de toi. Lucille ne s'arrêtera pas. Elle a trop à perdre si la vérité éclate. C'est exactement pourquoi nous devons agir vite. J'ai pressé sa main avec résolution. Marcus a travaillé toute la journée, appelant, écrivant et analysant les informations. Il est sorti quelques fois pour appeler depuis une cabine téléphonique. Il est revenu avec des nouvelles. Le docteur Wallace viendra demain matin, a-t-il rapporté. En attendant, il y a quelque chose d'intéressant. Il a étalé sur la table des imprimés qu'il avait apportés avec lui. La fondation Hope existe depuis 7 ans, a-t-il commencé. Pendant ce temps, environ 300 millions de dollars y ont transité, la majeure partie provenant de grandes entreprises qui réduisent ainsi leur base imposable. Cela semble légal. L'argent va à des œuvres caritatives, les entreprises obtiennent des déductions fiscales et une image positive. Mais en réalité? Ai-je demandé. En réalité, environ 60% des fonds ne vont nulle part. Marcus a montré un diagramme qu'il avait dessiné. Sociétés écrans, faux contrats, devis gonflés, un schéma classique de blanchiment d'argent. Et personne n'a rien remarqué pendant 7 ans. Je n'arrivais pas à y croire. Quelqu'un a remarqué, a dit Marcus d'un air sombre. Il y a 2 ans, un journaliste a commencé une enquête. 1 mois plus tard, il a eu un accident de voiture. Il a miraculeusement survécu, mais il est maintenant paralysé. L'enquête s'est naturellement arrêtée. Olivia est devenue encore plus pâle. Je ne savais pas, comment aurais-tu pu savoir? Marcus a haussé les épaules. Ils n'ont pas écrit cela dans les journaux. Ce sont des informations de sources privées. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Aller à la police avec ces données? Marcus a secoué la tête. Inutile. La famille a trop d'influence. Le rapport se perdra, les preuves disparaîtront, et vous serez en danger encore plus grand. Alors quoi? Je commençais à perdre patience. Le plan reste le même, a dit Marcus fermement. Nous allons directement voir Arthur Sterling, mais maintenant nous aurons plus d'atouts. Il a pointé l'écran de l'ordinateur portable. Mes amis ont trouvé autre chose d'intéressant. En plus de la fondation caritative, Lucille possède des comptes dans des banques étrangères. Les montants sont impressionnants, environ 2 millions d'euros. L'origine de cet argent est douteuse. Est-ce que son mari le sait, a demandé Olivia. À en juger partout, non. Marcus a secoué la tête. Les comptes sont ouverts au nom de jeunes filles de Lucille, soigneusement masquées, mais Mega les ont trouvés. Elle ne vole donc pas seulement la fondation, ai-je dit pensivement. Elle cache aussi de l'argent à son mari, se préparant un parachute doré. On dirait bien, a convenu Marcus, et ce fait pourrait être décisif. Arthur Sterling pourrait fermer les yeux sur la fraude avec la fondation. Après tout, c'est l'argent des donateurs, pas le sien. Mais une trahison personnelle? Il ne pardonnera pas, exactement, a terminé Olivia pour lui. C'est un homme de la vieille école. Pour lui, la famille est avant tout un partenariat commercial. La loyauté est au-dessus de tout. Le soir tombait. Nous nous préparions pour le départ. Marcus a vérifié la voiture et s'est assuré que le traceur était solidement fixé à la souche près de la maison. J'ai emballé l'essentiel, vêtements chauds, médicaments et nourriture. Olivia était silencieuse et concentrée. C'est l'heure de partir, a dit Marcus quand la nuit est tombée. Je conduirai. Vous vous installez toutes les deux sur le siège arrière. Baissez-vous quand nous traverserons le village. Nous avons quitté la maison. L'air était froid, sentant la résine de pin et la neige qui approchait. J'ai aidé Olivia à monter dans la voiture et je l'ai couverte d'une couverture. Marcus a vérifié le pistolet que je lui avais donné et l'a caché sous sa veste. Tout ira bien, a-t-il dit en démarrant le moteur. Grand-père ne nous a pas appris la survie pour rien. La cheville s'est éloignée silencieusement. Nous n'avons pas allumé les phares avant d'avoir atteint la route forestière. J'ai regardé en arrière vers la maison qui avait été mon refuge pendant tant d'années. Maintenant, elle semblait solitaire et vulnérable. Après avoir roulé quelques milles, le bruit d'un moteur d'hélicoptère s'est fait entendre au loin. Marcus s'est instantanément garé sur le côté et a coupé le moteur. « Baissez-vous » a-t-il ordonné. Nous nous sommes figés, écoutant la nuit. L'hélicoptère approchait.
Son projecteur glissait sur la cime des arbres. Il nous cherchait. Il n'utiliserait pas un hélicoptère, a chuchoté Olivia. Trop visible. C'est probablement la garde nationale ou quelque chose comme ça. Marcus a acquiescé, mais est resté tendu. L'hélicoptère a volé à 1 mille environ de nous et a disparu à l'horizon. Allons-y, a dit Marcus en redémarrant le moteur. La partie la plus difficile commence bientôt. La route devenait de plus en plus mauvaise. La cheville rebondissait sur les racines et les bosses, s'enfonçant plus profondément dans les bois. Olivia grimaçait de douleur à chaque secousse, mais ne se plaignait pas, encore un petit effort, l'a encouragé Marcus. Nous y serons bientôt. Après 1 heure de conduite à travers les bois impraticables, nous avons vu la silhouette sombre de la cabane de chasse se dessiner contre le ciel nocturne, une petite structure en rondin se tenant sur la rive d'un lac forestier noir comme de l'encre. Nous y sommes. Marcus a expiré de soulagement en coupant le moteur. J'ai aidé Olivia à sortir de la voiture. Elle se tenait appuyée contre moi et respirait profondément l'air de la nuit. Quel calme, a-t-elle chuchoté. Pas de bruit de la ville. Nous serons en sécurité ici, a dit Marcus en ouvrant la porte grinçante de la cabane, au moins jusqu'à ce que nous soyons prêts à frapper. À l'intérieur, cela sentait l'humidité et le vieux bois. Marcus a allumé une lampe à pétrole qu'il avait apportée. La lumière a révélé un décor simple dans l'obscurité, une table en bois, quelques bancs, un poêle à bois et des couchettes étroites contre le mur. Ce n'est pas le Ritz-Carlton, bien sûr, a plaisanté Marcus, mais ça fera l'affaire pour nos besoins. J'ai assis Olivia sur un banc et j'ai drapé une veste sur ses épaules. Elle semblait épuisée, mais la détermination brûlait dans ses yeux. Et après, a-t-elle demandé. Marcus a commencé à décharger les affaires. Le docteur Wallace arrive demain matin. Il vous examinera, toi et le bébé, et en attendant, je préparerai notre rencontre avec Arthur Sterling. Comment vas-tu le forcer à nous rencontrer, ai-je demandé. Les gens comme lui ne rencontrent pas n'importe qui dans la rue. Marcus a souri mystérieusement. J'ai un plan qu'il ne pourra pas ignorer. Il a sorti un petit téléphone satellite de son sac. Demain, nous lui envoyons un message avec les photos des documents et une offre de rencontre. Et croyez-moi, il acceptera. J'ai regardé mon frère avec admiration. Grand-père serait fier de lui. Fier de nous deux. Nous n'avons pas craqué, nous ne nous sommes pas rendus. Nous avons agi exactement comme il nous l'avait appris, calmement, méthodiquement, en réfléchissant à chaque étape. Marcus a commencé à allumer le poêle. Bientôt, il a fait chaud dans la cabane. J'ai aidé Olivia à s'allonger sur les couchettes, je l'ai couverte d'une couverture et je lui ai donné des analgésiques. Dors, chérie, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Demain est une journée difficile. Quand elle s'est endormie, Marcus et moi nous sommes assis près du poêle, regardant le feu à travers les fissures de la porte en fer. Est-ce que tu comprends ce que nous faisons, ai-je demandé doucement. Nous nous attaquons à l'une des familles les plus puissantes de l'État. Ils ont l'argent, les relations, le pouvoir. Et nous avons la vérité, a répondu simplement Marcus, et la détermination. Cela pourrait ne pas suffire. J'ai secoué la tête. Et nous avons quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas, a-t-il ajouté en jetant une bûche dans le poêle. Ce sang noir dont elle parlait avec tant de mépris. J'ai souri, me souvenant de grand-mère Zora, sa fierté, sa résilience, sa capacité à survivre là où d'autres abandonnaient. Tu sais, je pense que grand-père n'a pas épousé une femme noire par accident, a dit Marcus pensivement. Lui, un soldat, un homme du système, a choisi une femme qui devait vivre en sachant que le système n'était pas construit pour elle, évitant la haine, trouvant des failles là où d'autres voyaient des murs solides. Penses-tu que ce sang signifie vraiment quelque chose? Ai-je demandé. Je pense que nous sommes le produit des deux mondes, a-t-il répondu. Nous avons le côté méthodique de grand-père, son approche systémique, et l'intuition de grand-mère, sa capacité à penser différemment, à voir ce qui est caché aux autres. Le feu dans le poêle crépitait, jetant des ombres bizarres sur les murs de la cabane. Nous étions assis en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. La journée décisive était devant nous. Nous devons dormir, a fini par dire Marcus. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. J'ai acquiescé et je me suis dirigé vers les couchettes où dormait Olivia, je ne voulais pas la laisser seule, même pour une minute. Je prends le premier tour de garde, a dit Marcus en sortant le pistolet. Il s'est assis près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité de la forêt. Son profil,
net et résolu, me rappelait grand-père, le même nez droit, le même pli entre les sourcils. Je me suis allongé à côté de ma fille, écoutant sa respiration. Elle dormait d'un sommeil agité, sursautant parfois et gémissant doucement. Tout ira bien, lui ai-je promis mentalement. Nous vous protégerons, toi et le bébé, quel qu'en soit le prix. Sur cette pensée, je suis tombé dans un sommeil anxieux, au cours duquel j'ai retrouvé ma fille encore et encore, battue et ensanglantée dans les bois froids. J'ai été réveillé par un coup discret à la porte. J'ai sursauté, saisissant automatiquement le pistolet qui se trouvait à proximité. Marcus était déjà debout à l'entrée, tendu, prêt à l'action. « Qui est-ce » a-t-il demandé doucement. « Docteur Wallace » a répondu une voix d'homme calme. Marcus Vance a appelé. Mon frère s'est détendu, mais n'a pas rangé le pistolet. « Quel régiment, Wallace » a-t-il demandé. « 82e aéroporté » a répondu la voix immédiatement. « Opération Wolfpack. » Marcus a acquiescé et a ouvert la porte. Sur le seuil se tenait un homme trapu d'une cinquantaine d'années en veste de campagne, une sacoche médicale usée à la main. Ses cheveux gris étaient coupés courts et son visage était sillonné par les rides d'un homme qui avait beaucoup vu. « Entre, Wallace. » Marcus lui a serré la main. « Merci d'être venu. »« Pour toi ?»« N'importe quand. » Le médecin est entré et a regardé autour de la pièce. Son regard s'est arrêté sur Olivia endormie. « C'est la patiente ?» J'ai acquiescé et je suis allé vers ma fille, la réveillant doucement. « Olivia, c'est le médecin. Il va t'examiner. » Le docteur Wallace était un homme de peu de mots et efficace. Il a soigneusement examiné toutes les blessures d'Olivia, a vérifié ses pupilles et a mesuré sa tension artérielle et son pouls. Puis il a sorti un petit appareil d'échographie portable de son sac. « Technologie de l'armée » a-t-il expliqué, remarquant mon regard surpris. « Pour les conditions sur le terrain. » Pas aussi précis qu'à l'hôpital, mais cela montrera l'essentiel. Il a doucement passé la sonde sur le ventre d'Olivia, scrutant le petit écran. Son visage était concentré, et j'attendais le verdict avec anxiété. « Le rythme cardiaque est présent » a-t-il finalement dit. « Stable. Le placenta ne s'est pas détaché. Vous avez eu de la chance, jeune fille. » Olivia a commencé à pleurer, doucement, avec soulagement. J'ai serré sa main. « Et pour les autres blessures » a demandé Marcus. « Fracture du poignet. Sans déplacement. » Wallace a vérifié la telle que j'avais posée. Bonne fixation. Commotion cérébrale de gravité modérée. Bleu, hématome, écorchure. 2 côtes cassées, mais les poumons ne sont pas perforés. Idéalement, elle aurait besoin d'une hospitalisation, mais... Il a regardé autour de la cabane, comprenant que c'était impossible. Il a sorti plusieurs paquets de médicaments de son sac. Des analgésiques compatibles avec la grossesse, des anti-inflammatoires, des vitamines, tout ce qu'on peut prendre sans danger dans votre état. Il a tendu les médicaments à Olivia. Repos au lit pendant au moins une semaine et pas de mouvement brusque. Merci, docteur, a dit Olivia doucement. Wallace a acquiescé, puis a pris Marcus à part. Ils ont parlé doucement, mais j'ai entendu quand même. Ce n'était pas une attaque aléatoire, a dit le médecin. Les coups ont été portés méthodiquement. Quelqu'un voulait causer un maximum de tort, mais sans tuer immédiatement. Pour la faire souffrir, a acquiescé Marcus d'un air sombre. Exactement. Wallace a secoué la tête. Cruauté animale, surtout compte tenu de la grossesse. Nous allons nous occuper de ça, a dit Marcus fermement. Merci d'être venu. Si ça s'aggrave, appelle immédiatement. Le médecin lui a serré la main. Et sois prudent. Je suis passé devant ta maison en ville. Il y a des gens qui surveillent pas des gens d'ici. Marcus et moi avons échangé un regard. Il cherchait donc déjà. Quand le médecin est parti, Marcus s'est immédiatement assis à l'ordinateur portable. Nous devons agir plus vite, a-t-il dit. Puisqu'ils sont déjà à la maison, ils vont bientôt commencer à élargir le périmètre de recherche. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé, en changeant la compresse froide sur le front d'Olivia. Envoyer un message à Arthur Sterling, a-t-il répondu, sans quitter l'écran des yeux. Tout de suite. Il a travaillé pendant environ 1 heure, puis nous a montré le résultat. C'était un courriel avec les photos des documents qu'Olivia avait pris en pièces jointes, ainsi que les relevés bancaires obtenus par ses amis.
Le texte exposait l'essentiel de l'affaire de manière concise et directe, fraude avec la Fondation Charity, compte secret à l'étranger et agression d'une femme enceinte. Nous ne posons aucune exigence, a expliqué Marcus, nous proposons simplement de nous rencontrer, aujourd'hui à 18 h, au Hall Park Dîner en ville. Pourquoi là-bas, a demandé Olivia. C'est en plein centre-ville. Exactement pourquoi, a acquiescé Marcus. Un lieu public. Il ne pourra rien tenter contre nous, et nous aurons l'avantage. Nous connaissons son visage, mais il ne connaît pas les nôtres. Non, il ne viendra pas seul, ai-je objecté. Les gens comme ça ont toujours une sécurité. Je sais. Marcus a souri. Et j'aurai mes propres gens. D'anciens coéquipiers 3 gars, testés au combat. Il a envoyé le courriel par une connexion sécurisée. Maintenant, nous attendons une réponse, a-t-il dit en fermant l'ordinateur portable. La réponse est arrivée 40 minutes plus tard. Courte, professionnelle. Nous serons à l'endroit désigné à l'heure désignée. Seul. Vous venez aussi sans entourage. Marcus a gloussé. Bien sûr qu'il ne sera pas seul, et nous non plus. Je dois venir avec vous, a soudainement dit Olivia, en essayant de s'asseoir. N'y pense même pas, je l'ai doucement recouché. Tu as besoin de repos. Maman, c'est ma bataille. Elle a serré les lèvres obstinément, grimaçant de douleur. Je dois être là. C'est notre bataille commune, a dit Marcus fermement. Mais ta tâche en ce moment est de te protéger, toi et le bébé. Nous allons gérer. Olivia voulait objecter, mais elle est soudainement devenue pâle et a attrapé son ventre. J'ai eu peur, mais elle a secoué la tête d'un air rassurant. Ça va. Il vient juste de donner un coup. Tu vois. J'ai caressé sa main. Même le petit te dit de rester ici. À midi, Marcus est reparti. Il devait rencontrer des amis et discuter du plan d'action. Il m'a laissé l'un des pistolets et m'a strictement interdit de quitter la cabane. Si quelqu'un s'approche, tire immédiatement, a-t-il dit avant de partir. N'essaie pas de savoir qui c'est. J'ai acquiescé. En 30 ans, je n'avais jamais tiré sur une personne, mais je savais que je le pourrais si cela menaçait la vie de ma fille. Olivia et moi sommes restés seuls. Elle a somnolé la majeure partie du temps, épuisée par la douleur et le stress. Je me suis assise près de la fenêtre, observant la forêt et réfléchissant à la façon étrange dont la vie avait tourné. Il y a seulement 3 jours, j'étais une simple retraitée, une ancienne infirmière qui faisait de la confiture et tricotait des chaussettes pour ses petits-enfants. Et aujourd'hui, je suis assise avec une arme à la main, prête à défendre ma fille contre des gens puissants qui veulent sa mort. Mais en réalité, je n'ai jamais été juste une retraitée. Le sang d'un grand-père soldat et d'une grand-mère résiliente a toujours coulé dans mes veines. Je l'avais juste oublié dans la routine habituelle d'une vie paisible. Marcus est revenu au crépuscule. Il était calme et concentré. Tout est prêt, a-t-il dit. Mes gens sont déjà au dîner, 1 au bar, 2 aux tables. Arthur Sterling est arrivé en ville il y a 1 heure. Sa voiture est garée près du Central Hotel. Il se prépare aussi, ai-je dit pensivement. Il a sûrement ses propres gens. Sans aucun doute, a acquiescé Marcus. Mais dans un lieu public, ils devront être prudents, tout comme nous. Il m'a tendu une petite mallette en cuir. Tous les documents sont ici, les originaux des photos d'Olivia, les impressions des relevés bancaires, les informations sur les sociétés écrans, le diagramme des flux d'argent, et quelque chose d'autre d'intéressant que mes amis ont trouvé. Quoi exactement, ai-je demandé. La preuve que Lucille Sterling mène une double vie depuis 3 ans. Marcus a souri mystérieusement. Elle a un amant, un jeune manager dans l'une des chaînes d'hôtels de son mari. Seigneur, j'ai secoué la tête, et elle osait parler de sang sale. Marcus a regardé sa montre. Nous devons y aller, Ruby. La réunion est dans 1h30, et le trajet dure environ 1 heure. Je me suis approché d'Olivia, qui s'était réveillée et observait nos préparatifs avec anxiété. Nous allons gérer ça. J'ai embrassé son front. Tout ira bien. Soyez prudents, a-t-elle chuchoté. Ces gens, ils n'ont pas l'habitude de perdre. Nous non plus, a dit Marcus fermement. Nous non plus. Nous sommes sortis. La soirée était froide, avec un léger brouillard rampant sur le lac. Un temps idéal pour notre mission. La visibilité était limitée, mais pas assez pour être dangereuse. Dans la voiture,
Marcus a vérifié le pistolet une fois de plus, puis m'a tendu une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai ouverte et j'ai vu une minuscule oreillette. Émetteur radio, a-t-il expliqué. Mes gars seront en contact avec nous. Je les entendrai, tu m'entendras. Si quelque chose ne va pas, je dirai le mot de code coucher de soleil. Cela signifie partir immédiatement. J'ai inséré l'oreillette et ajusté mon écharpe pour la cacher. Et si on a besoin d'aide? Le mot au lever de soleil, a-t-il répondu, et ils interviennent immédiatement. La route vers la ville était déserte. Nous avons roulé en silence, chacun plongé dans ses pensées. J'ai pensé à ma fille laissée seule dans la cabane forestière. Elle avait peur, je le savais, mais elle ne le montrait pas. Tout ira bien, Ruby, a soudainement dit Marcus, comme s'il lisait dans mes pensées. Nous avons tout bien pensé. Le plan est solide. J'ai acquiescé, mais l'anxiété ne me quittait pas. Trop d'inconnus. Comment Arthur Sterling réagirait-il? Nous croirait-il? Que ferait-il s'il nous croyait? La ville nous a accueillis avec les lumières vives des vitrines et des lampadaires. Après le silence de la forêt, le bruit des rues semblait assourdissant. Marcus a garé la voiture à 2 pâtés de maison du dîner. Nous allons marcher, a-t-il dit. C'est plus sûr ainsi. J'ai serré plus fort la mallette contenant les documents et je suis sorti de la voiture. Nous avons traversé la ville le soir comme des passants ordinaires, une femme et un homme d'âge mûr. Personne n'aurait pu deviner que nous allions à une rencontre qui pourrait changer nos vies. Le Hall Park Dîner était situé au premier étage d'un bâtiment historique du centre-ville, un endroit accueillant, avec des lumières tamisées et une musique douce. Nous sommes entrés 15 minutes avant l'heure convenue. Il est déjà là, m'a chuchoté Marcus. À la table du coin, seul. Mais ces gens sont aux tables voisines. J'ai discrètement balayé la salle du regard. J'ai reconnu Arthur Sterling immédiatement, un homme de grande taille, imposant, au visage fort et aux tempes argentées. Il était assis en remuant pensivement son café et semblait tout à fait calme. Seules les articulations blanchies de ses doigts trahissaient sa tension. J'y vais en premier, a dit Marcus. Tu t'approches dans 1 minute. Il s'est dirigé avec assurance vers la table d'Arthur Sterling. J'ai vu l'homme se tendre lorsqu'un inconnu s'est approché de lui. 2 gardes du corps à la table d'à côté se sont également penchés en avant, mais Marcus s'est simplement assis en face et a dit quelque chose doucement. Je leur ai laissé 1 minute, puis je me suis approché et me suis assise à côté de mon frère. Bonsoir, monsieur Sterling, ai-je dit calmement. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Il m'a regardé attentivement. Dans ses yeux gris et froids, il n'y avait ni hostilité ni bienveillance, seulement un intérêt commercial calculateur. Vous prétendez que ma femme a essayé de tuer votre fille, a-t-il dit sans préambule. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? J'ai sorti les photos d'Olivia battue de la mallette et les ai placées devant lui. Voici ma fille, votre belle-fille. Elle est enceinte de votre petit enfant. Son visage a tressailli en voyant les photos, mais il s'est vite ressaisi. C'est terrible, a-t-il dit d'une voix égale. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Lucille a fait ça? Marcus a sorti un enregistreur vocal et a lancé l'enregistrement. La voix d'Olivia, faible, brisée par la douleur, mais distincte, a rempli l'espace entre nous. Lucille m'a emmené hors de la ville, a dit qu'elle voulait me montrer un nouveau terrain. Quand nous sommes descendus de la voiture, elle m'a frappé avec quelque chose de lourd, n'arrêtait pas de répéter des choses sur mon sang sale, que je n'étais pas digne d'être dans leur famille. Arthur Sterling restait immobile, écoutant l'enregistrement. Son visage demeurait figé. J'ai posé le dossier sur la table. Votre femme a systématiquement détourné de l'argent de la fondation Hope pendant 7 ans, environ 5 millions de dollars. Un montage avec des sociétés écrans. Olivia a accidentellement découvert les documents et a posé une question embarrassante. Arthur a ouvert le dossier. Son visage est resté imperturbable, mais j'ai remarqué que ses doigts tremblaient légèrement pendant qu'il feuilletait les pages. Est-ce que cela peut être vérifié, a-t-il demandé, en étudiant les relevés. Nous l'avons déjà vérifié, a répondu Marcus. Ces entreprises n'existent que sur le papier, enregistrées au nom de prête-noms. L'argent a été détourné vers des comptes offshore. Arthur Sterling est resté silencieux pendant un long moment, étudiant les documents, puis il a levé le regard. Supposons que ce soit vrai. Que voulez-vous? De l'argent? Une compensation? La justice, ai-je dit fermement.
Et la sécurité pour ma fille et mon petit enfant. Quel genre de justice, exactement? Sa voix est devenue plus dure. Vous comprenez qu'un scandale public détruira non seulement la réputation de Lucille, mais aussi l'entreprise que j'ai bâtie pendant 30 ans. Nous ne cherchons pas de publicité, a répondu calmement Marcus. Nous ne sommes intéressés que par la sécurité d'Olivia et une juste punition pour la personne qui a essayé de tuer une femme enceinte. Arthur a tapoté pensivement ses doigts sur la table. Et Gavin mon fils est-il au courant? Non, j'ai secoué la tête, et Olivia n'est pas sûre qu'ils doivent savoir. Elle pense qu'il sera toujours du côté de sa mère. Quelque chose ressemblant à de la douleur a traversé les yeux de cet homme sévère. Elle a raison, a-t-il dit doucement. Mon fils a toujours été faible. Lucille l'a rendu ainsi. Il se tut à nouveau, plongé dans ses pensées, puis il leva brusquement les yeux. Vous avez autre chose, n'est-ce pas? Sa voix était basse, mais l'acier y résonnait. Sinon, vous n'auriez pas osé une telle rencontre. Marcus a acquiescé et a sorti le 3e dossier. Votre femme mène une double vie, monsieur Sterling. Elle a une liaison avec Paul Nichols, le manager de l'un de vos hôtels Riviera, depuis 3 ans maintenant. Et l'argent de la fondation est allé partiellement sur leur compte joint aux îles Caïmans. C'était un coup bas, et nous le savions. Mais nous n'avions pas le choix. Nous devions le frapper là où ça faisait mal pour qu'il prenne notre parti. Arthur a pris le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photos de Lucille et d'un jeune homme dans un restaurant, sortant d'un hôtel à l'aéroport, et des relevés bancaires confirmant le compte joint. Son visage s'est transformé en pierre. Il a fermé le dossier et l'a posé sur la table. Que voulez-vous, a-t-il demandé d'un ton éteint. Précisément. Je me suis penché vers lui, le regardant droit dans les yeux. Un divorce officiel pour Olivia et Gavin avec une compensation décente, une garantie de sécurité pour ma fille et mon futur petit enfant, et que Lucille ne s'approche plus jamais d'eux. Et en retour, un silence total, a ajouté Marcus. Pas de rapport de police, pas de contact avec la presse, pas d'accusation publique. Tout reste entre nous. Arthur Sterling nous a regardés pendant un long moment, comme s'il évaluait notre détermination. Puis il a acquiescé. J'accepte, à une condition. Je m'occuperai de Lucille moi-même, à ma façon. Marcus et moi avons échangé un regard. Vous ne lui ferez pas de mal physiquement? Ai-je demandé. Non pas que je m'inquiétais pour cette femme, mais je ne voulais pas plus de sang sur nos mains. Non. Il a secoué la tête. Mais elle aura ce qu'elle mérite. Croyez-moi, pour Lucille, la perte de statut, d'argent et de réputation est plus effrayante que n'importe quelle douleur physique. Alors, nous avons un accord. Marcus a tendu la main. Arthur l'a serré après une seconde d'hésitation. Est-ce qu'Olivia est en sécurité en ce moment? A-t-il demandé, rassemblant les documents en une pile. Oui, ai-je répondu. Et elle y restera jusqu'à ce que tout soit réglé. C'est raisonnable. Il a acquiescé. Je vous contacterai dans 3 jours. D'ici là, les papiers du divorce seront prêts et Lucille cessera d'être une menace. Il s'est levé, nous a salués d'un signe de tête et s'est dirigé vers la sortie. Les gardes du corps se sont immédiatement levés et l'ont suivi. Marcus et moi sommes restés à la table, ayant peine à croire que tout s'était passé si facilement. Penses-tu qu'il tiendra sa parole, ai-je chuchoté. Je pense que oui, Marcus a hoché la tête. Les gens comme Arthur Sterling accordent de l'importance à leurs paroles. C'est une question d'honneur. De plus, un scandale n'est pas rentable pour lui. Je me suis soudainement senti incroyablement fatigué. La tension des derniers jours s'est abattue sur mes épaules d'un seul coup. Rentrons à la maison, a dit Marcus, remarquant mon état. Olivia attend des nouvelles. Nous avons quitté le restaurant et nous sommes dirigés vers la voiture. La ville autour de nous vivait sa vie de soirée habituelle. Les gens se précipitaient pour leurs affaires, les vitrines des magasins brillaient, les voitures passaient. Personne ne soupçonnait que le destin de plusieurs familles venait d'être décidé. Dans la voiture, Marcus a contacté ses hommes, s'est assuré que nous n'étions pas suivis, et nous sommes partis. Tu as bien agi, Serette, a-t-il dit alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Grand-père serait fier de toi. Et de toi aussi, ai-je souri faiblement. Je n'y serais pas arrivé sans toi. C'est notre victoire partagée. Il paraissait concentré sur la route, et Olivia elle a fait preuve d'un réel courage.
J'ai regardé par la fenêtre les arbres qui défilaient, silhouette noire sur le ciel nocturne. Quelque part là-bas, au fond des bois, ma fille attendait. Et maintenant, je pouvais lui dire que c'était fini, qu'ils étaient en sécurité, elle et le bébé qui grandissait sous son cœur. Sang noir, ai-je dit doucement. Lucille le méprisait tellement, mais c'est ce sang qui l'a vaincu à la fin. Pas le sang, a objecté Marcus, mais ce qu'il t'a donné, la résilience, la sagesse, la capacité de survivre et de protéger tes proches, peu importe ce qui arrive. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Ce n'était pas une question d'origine, mais de ce que cela nous avait appris, survivre là où les autres abandonnent, voir une issue là où les autres voient une impasse, et ne jamais reculer quand il s'agit de la vie de ceux que nous aimons. Nous avons roulé à travers la nuit, approchant du chalet en forêt où notre histoire avait commencé. Je savais que tout irait bien maintenant. Pas immédiatement, pas facilement, mais nous y arriverions, comme nous l'avions toujours fait. Une semaine s'est écoulée, 7 longs jours remplis d'attente et d'anxiété. Olivia et moi sommes restés dans le chalet en forêt. Marcus nous rendait visite régulièrement, apportant de la nourriture, des médicaments et des nouvelles. L'état de ma fille s'améliorait progressivement. Les ecchymoses commençaient à s'estomper. La douleur dans ses côtes devenait moins vive. Elle dormait beaucoup, et lorsqu'elle était éveillée, elle s'asseyait près de la fenêtre en regardant le lac et en caressant son ventre, comme pour convaincre le bébé que tout irait bien. Le 3e jour, comme promis, Arthur Sterling nous a contactés. Marcus l'a rencontré en ville et est revenu avec des documents, un accord de divorce et une compensation ainsi que des nouvelles qui m'ont coupé le souffle. Lucille Sterling a disparu, a-t-il dit en ajoutant des bûches dans le poêle. Officiellement, elle est partie se faire soigner dans une clinique suisse. Mais en réalité, ai-je demandé, jetant un coup d'œil à Olivia qui dormait. Marcus a parlé doucement, pour ne pas réveiller sa nièce. Arthur lui a donné le choix. Soit la prison pour fraude et tentative de meurtre, soit l'exil volontaire. Elle a choisi ce dernier. Il lui a alloué une petite somme, petite selon ses critères, bien sûr, et l'a envoyée quelque part en Amérique du Sud avec la condition qu'elle ne revienne jamais et ne contacte jamais la famille. Et son amant ? Je me suis souvenu du jeune directeur de l'hôtel. Renvoyé, Marcus a haussé les épaules. Arthur Sterling est un homme dur. Il ne pardonne pas la trahison. Et comment Gavin a-t-il réagi? Sait-il ce qui s'est passé? Il sait, a soupiré Marcus, mais pas la version complète. Arthur lui a dit que sa mère avait commis des crimes financiers et avait dû partir. Et l'attaque contre Olivia? Pas un mot. Il craint que son fils ne supporte pas toute la vérité. J'ai secoué la tête. L'homme qui n'avait pas pu protéger sa femme de sa propre mère ne connaissait même pas toute la vérité sur ce qui s'était passé. Mais c'était peut-être mieux pour tout le monde ainsi. Veut-il voir Olivia, ai-je demandé. Non. Marcus a regardé sa nièce endormie. Arthur a dit que Gavin avait pris la nouvelle du divorce avec un calme surprenant. Il semble qu'il s'était résigné depuis longtemps au fait que leur mariage était une erreur. Je ne savais pas s'il fallait s'en réjouir ou s'en attrister. D'un côté, l'absence de résistance facilitait le processus de divorce. De l'autre, la facilité avec laquelle Gavin abandonnait sa femme enceinte parlait mal de lui. Et qu'en est-il de la fondation, ai-je demandé, me rappelant d'où tout avait commencé. Arthur en a personnellement pris la direction, a répondu Marcus. Il a effectué un audit, rendu l'argent volé, changé la direction, et essaie de minimiser les dommages à la réputation. Le 4e jour, le docteur Wallace est revenu examiner Olivia. Il était satisfait de son état. Les os se ressoudaient, les ecchymoses guérissaient, le bébé se développait normalement. Dans une semaine, elle pourra être ramenée chez elle, a-t-il dit en rangeant son sac, mais repos complet pendant encore un mois. Le 7e jour, Marcus est arrivé avec des nouvelles importantes. Document signé, a-t-il dit en tendant un dossier épais à Olivia. Divorce traité avec diligence grâce aux relations d'Arthur. Compensation transférée sur ton compte, une somme suffisante pour une vie confortable et l'éducation de l'enfant. Olivia tenait le dossier sur ses genoux, hésitant à l'ouvrir. C'est tout, a-t-elle demandé doucement. Est-ce la fin? Presque. Marcus s'est assis à côté d'elle. Il y a encore une chose. Arthur veut te rencontrer. Ma fille et moi avons échangé un regard. Nous ne nous attendions pas à cela. Pourquoi, a-t-elle demandé avec méfiance. Il n'a pas expliqué, Marcus a haussé les épaules.
Il a seulement dit que c'est important et que ce n'est pas une menace. Si tu es d'accord, il viendra demain. Seul, sans sécurité. Olivia a réfléchi, caressant mécaniquement son ventre, un geste devenu habituel au cours de ses jours. D'accord, a-t-elle fini par dire. Je le rencontrerai. C'est le moins que je puisse faire après tout ce qu'il a fait pour nous. Arthur Sterling est arrivé le lendemain à midi pile. Nous avons entendu le bruit d'un moteur, et Marcus est sorti pour l'accueillir, nous laissant Olivia et moi dans le chalet. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et un homme grand aux cheveux gris est apparu sur le seuil, vêtu d'un simple manteau chaud, pas de costume, pas de sécurité, pas le lustre habituel d'un homme d'affaires puissant. « Bonjour, Olivia » a-t-il dit, se tenant sur le seuil comme s'il hésitait à entrer plus avant. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Ma fille a hoché la tête, lui faisant signe de s'asseoir. J'ai commencé à partir pour leur laisser de l'intimité, mais Arthur m'a arrêté. « Restez, Madame Vance. Ce que je veux dire vous concerne aussi. » Il s'est assis sur le banc en face d'Olivia, a joint ses mains sur ses genoux. Pour la première fois, je ne voyais pas en lui un homme d'affaires sévère, mais simplement un homme fatigué, écrasé par la trahison de ses proches. « Je suis venu m'excuser » a-t-il commencé, regardant Olivia droit dans les yeux, de n'avoir pas vu, pas arrêté, pas protégé. J'étais aveugle, trop occupé par les affaires pour remarquer ce qui se passait dans ma propre famille. Olivia restait silencieuse, attendant qu'il continue. Lucille a toujours été une personne compliquée, a-t-il poursuivi, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle était capable d'une telle cruauté, surtout envers une femme enceinte, la mère de mon petit enfant. Sa voix a tremblé sur les derniers mots. J'ai soudainement réalisé que pour cet homme austère, la perspective d'être grand-père signifiait plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Vous n'êtes pas à blâmer, Arthur, a dit Olivia doucement. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû, il a secoué la tête. C'est ma responsabilité. Il s'est tu, rassemblant ses idées, puis a continué. Je ne suis pas seulement venu m'excuser. J'aimerais, si vous le permettez, rester présent dans la vie de l'enfant, être un grand-père. Olivia a haussé les sourcils de surprise. Aucun de nous ne s'attendait à cela. Je comprends. C'est une demande étrange après tout ce qui s'est passé, s'est-il empressé d'ajouter. Je comprendrai si vous refusez, mais j'ai 65 ans, et cet enfant est ma seule chance de continuer la lignée. Il est peu probable que Gavin redevienne père un jour. Il est trop faible pour une famille. Dans ses paroles, il n'y avait aucun reproche envers son fils, seulement un triste constat. J'ai soudainement ressenti une étrange compassion pour cet homme qui avait passé tant d'années à bâtir un empire pour le transmettre à des héritiers qui ne justifiaient pas ses espoirs. Olivia est restée longtemps silencieuse, regardant par la fenêtre le lac gelé, puis s'est tournée vers son beau-père. « Je ne priverai pas l'enfant d'un grand-père » a-t-elle dit calmement. « Vous pourrez le voir, à condition que Lucille n'apparaisse jamais dans notre vie et que Gavin ne prétende pas être un père aimant de temps à autre. » Bien sûr, a expiré Arthur avec soulagement. Lucille ne reviendra jamais. Et pour Gavin, je lui parlerai. Il doit faire un choix, soit être un vrai père, soit ne pas s'en mêler du tout. Il a marqué une pause, puis a sorti une enveloppe de la poche intérieure de son manteau. Encore une chose, a-t-il dit en la tendant à Olivia. Voici les clés d'une maison à Pine Creek, non loin d'ici, et l'acte de propriété à votre nom. Olivia a regardé l'enveloppe avec perplexité. Pourquoi? J'ai pensé que vous auriez besoin d'un endroit où vivre, a haussé les épaules Arthur. Un endroit calme, de l'air pur, bon pour un enfant, et assez proche de la ville si le travail ou l'école sont nécessaires. C'est très généreux, mais, a commencé Olivia. S'il vous plaît, acceptez, l'a interrompu Arthur doucement. Pas comme compensation, vous l'avez déjà reçu par l'accord, mais comme un cadeau pour mon futur petit enfant. Olivia a hésité. Je comprenais ses doutes, accepter un cadeau aussi onéreux d'un homme dont la famille était associée à tant de douleurs. Mais en même temps, cette maison pouvait devenir un véritable refuge pour elle et le bébé, un nouveau départ. D'accord, a-t-elle finalement dit. J'accepte. Merci. Arthur a hoché la tête, puis a tendu la main de façon inattendue et a légèrement touché son ventre. Garçon ou fille, a-t-il demandé, avec une douceur inhabituelle dans la voix. Je ne sais pas encore, Olivia a souri faiblement. Ce sera une surprise. Dans notre famille, ce sont généralement des garçons qui naissent, a-t-il dit pensivement. Mais peut-être que votre
Comment Lucille l'appelait-elle? Sansal? Peut-être que cela changera la tradition. Dans ses paroles, il n'y avait ni mépris ni moquerie, mais plutôt une sincère curiosité. Ma grand-mère était Zoravance, ai-je dit, décidant de rejoindre la conversation. Une femme noire forte et intelligente qui imposait le respect dans une ville qui ne voulait pas le lui accorder. Elle m'a beaucoup appris. Je vois. Arthur m'a regardé attentivement. Cette force vous a été transmise, avouée à votre fille. Vous savez, j'ai toujours respecté les gens qui savent se défendre et protéger les leurs, quelle que soit leur race. Il s'est levé, signalant que la visite était terminée. Je ne m'imposerai pas, a-t-il dit à Olivia. Quand le bébé sera né et que tu te sentiras prête, appelle-moi simplement. Mon numéro est dans les documents. Olivia a hoché la tête. Merci d'être venu, Arthur. Il s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté sur le seuil et s'est retourné. Vous êtes une femme courageuse, Olivia, et vous avez une mère formidable. Prenez soin l'une de l'autre. Sur ces mots, il est parti. Une minute plus tard, nous avons entendu le bruit de la voiture s'éloigner. Olivia était assise, tenant l'enveloppe avec les clés de la nouvelle maison. Sur son visage se lisait un étrange mélange d'émotions, soulagement, confusion, espoir. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle. Je ne sais pas, elle a secoué la tête. Tout est si emmêlé. Il y a un mois, j'avais une vie parfaite. Du moins, c'est ce que je pensais. Et maintenant, tu auras une nouvelle vie, je l'ai prise par les épaules. Et elle pourrait s'avérer beaucoup plus réelle. Le soir, quand Olivia s'est endormie, Marcus et moi nous sommes assis près du feu mourant dans le poêle. Demain, nous devions quitter le chalet et installer Olivia dans sa nouvelle maison. Notre aventure forcée touchait à sa fin. Penses-tu qu'Arthur tiendra sa parole, ai-je demandé, regardant la flamme. À propos de Lucille et Gavin. Je pense que oui, Marcus tournait pensivement une tasse de thé dans ses mains. Il est de la vieille école. Pour des gens comme lui, la parole donnée est sacrée. Et son attachement soudain au futur petit enfant? C'est authentique. Ah bon? Marcus a haussé les épaules. Il n'est plus jeune. Ses affaires prospèrent, mais à qui les transmettre? Son fils est faible. Sa femme s'est avérée être une traîtresse. Le petit enfant est le seul espoir pour la poursuite de l'œuvre de sa vie. J'ai hoché la tête. Ces paroles avaient du sens. Pour des gens comme Arthur, la famille et l'héritage deviennent souvent plus importants que l'argent et le pouvoir, surtout au crépuscule de la vie. Que feras-tu ensuite, ai-je demandé à mon frère. Tu retournes à ton travail en ville? Marcus a souri. Pas immédiatement. D'abord, je vais vous aider à vous installer dans la nouvelle maison. Ensuite, on m'a proposé un poste intéressant dans une entreprise de sécurité plus solide qu'avant. Je serai plus proche de vous. Et qu'en est-il de ta vie de célibataire, l'ai-je taquiné. Tu sais, il est soudainement devenu sérieux, cette histoire m'a fait repenser à beaucoup de choses. La famille c'est ce que nous avons de plus important. Grand-père le disait toujours, et nous n'écoutions pas toujours. Il a jeté une bûche dans le poêle, et la flamme a jailli avec une force nouvelle. En parlant de grand-père, a-t-il dit après un silence, tu te souviens qu'il disait toujours que nos racines sont notre force? J'ai hoché la tête. Grand-père répétait souvent cette phrase, surtout quand les autres enfants se moquaient de moi à cause de ma peau foncée. Il avait raison. Marcus regardait le feu. Sans ses leçons, sans son héritage, je ne sais pas comment cela se serait terminé. Sans le sang de grand-mère, ai-je ajouté. Ce que Lucille considérait comme un défaut s'est avéré être notre force, la capacité de survivre, de protéger les nôtres et de trouver une issue dans des situations désespérées. Au sang noir, Marcus a levé sa tasse en plaisantant. Au sang noir, ai-je répété en écho. Le lendemain matin, nous avons quitté le chalet. Marcus a aidé Olivia à monter en voiture. J'ai emballé nos quelques affaires. Avant de partir, je suis allé sur la rive du lac gelé et j'ai regardé longuement la forêt enneigée. Ici, dans cette nature sauvage, loin de la civilisation, nous avions survécu à la période la plus difficile de nos vies. Ici, ma fille avait guéri des blessures infligées par une femme qui aurait dû devenir une seconde mère pour elle. Ici, mon frère et moi nous étions souvenus des leçons de grand-père et les avions utilisées pour protéger notre famille. Et d'ici, nous partions en vainqueurs.
J'ai pris une grande inspiration d'air glacial et je me suis dirigé vers la voiture. Devant nous se trouvait une nouvelle vie pour nous tous. La maison offerte par Arthur s'est avérée être un grand cottage en bois à la périphérie de Pine Creek, à 10 milles de la ville. 2 étages, des pièces spacieuses, des finitions modernes, une cheminée dans le salon. Assez isolé pour se sentir en sécurité, mais pas au point d'être coupé du monde. C'est agréable ici, a dit Olivia quand nous l'avons aidé à s'installer dans la chambre du rez-de-chaussée. Tranquille. Calme. Pour la première fois depuis longtemps, la paix est apparue dans ses yeux. Elle a posé sa main sur son ventre, et j'ai remarqué une petite bosse bouger sous son mince pull. Le bébé est content aussi, ai-je souri. Oui, elle a hoché la tête. Je pense que nous serons heureux ici. Marcus s'est occupé de l'aménagement de la maison, a vérifié les systèmes de sécurité, a commandé des provisions et a aidé à déballer les affaires. J'ai préparé le déjeuner, jetant des coups d'œil par la fenêtre sur le jardin enneigé. De simples soucis quotidiens après tant de jours de tension et de peur. Le soir, quand Olivia s'est endormie, je suis sorti sur la véranda. Il gelait légèrement. Les étoiles brillaient dans le ciel sombre. Quelque part loin de là, dans une autre partie du monde, Lucille Sterling commençait sa nouvelle vie sans argent, sans statut, sans famille, une juste punition pour ce qu'elle avait fait. Et ici, dans ce coin tranquille, ma fille pansait ses plaies et se préparait à devenir mère. Et j'étais à ses côtés, prête à la soutenir sur ce nouveau chemin. Je me suis soudainement souvenu des paroles de grand-mère, qu'elle répétait souvent, nos routes ne sont pas toujours droites, mais elles mènent toujours à la maison. Nous avions trouvé notre maison et notre force. 3 mois ont passé. Avril fleurissait devant la fenêtre, remplissant le jardin des couleurs vives des fleurs sauvages. La neige avait fondu depuis longtemps, exposant la terre prête pour une nouvelle vie. La nature s'éveillait après un long hiver, et avec elle, Olivia semblait s'éveiller aussi. Ses blessures physiques avaient guéri. Les ecchymoses avaient disparu, les os brisés s'étaient ressoudés. Presque aucune trace de ce jour terrible ne restait sur son visage, mais les blessures de l'âme guérissaient plus lentement. La nuit, elle faisait souvent des cauchemars, et je me réveillais de ses pleurs étouffés, je me précipitais dans sa chambre, m'asseyais près d'elle et lui caressais les cheveux comme dans son enfance. Mais la grossesse se déroulait bien, son ventre s'était nettement arrondi, et chaque jour Olivia passait plus de temps à parler au bébé, à lui lire des livres et à lui passer de la musique. Ces moments étaient les seuls où l'ombre du passé quittait complètement son visage. Marcus a acheté une petite maison à 2 milles de chez nous, une ancienne loge de garde forestier qu'il a retapée de ses propres mains. Maintenant, il travaillait dans la capitale de l'État pour une grande entreprise de sécurité. Mais chaque week-end, il venait nous voir. Nous cuisinions ensemble, nous nous promenions dans les bois et faisions des projets pour l'avenir, comme si nous étions revenus en enfance quand nous étions inséparables. Nous n'avions aucune nouvelle d'Arthur Sterling pendant tout ce temps. Il a tenu sa parole, il ne s'est pas imposé, attendant qu'Olivia soit prête à le contacter elle-même. Aucune nouvelle de Gavin non plus. Après le divorce, la rumeur disait qu'il était parti en Europe pour commencer une nouvelle vie, et on ne parlait plus du tout de Lucille, comme si elle n'avait jamais existé. La vie s'améliorait progressivement. Olivia a commencé à travailler à distance. Elle était une excellente analyste financière et ses compétences se sont avérées très demandées. Je m'occupais de la maison et du jardin, et je cuisinais pour nous deux. Une vie calme et mesurée, presque comme avant tous ces événements terribles. Un jour d'avril, alors que le soleil brillait particulièrement fort à travers les feuilles à peine écloses, je travaillais dans le jardin, plantant des semis de tomates dans la serre que Marcus m'avait construite. Olivia était assise à côté dans une chaise en osier avec un ordinateur portable sur les genoux. Ces dernières semaines, elle travaillait beaucoup sur un projet. Soudain, elle a poussé un cri, et je me suis retourné brusquement, craignant qu'elle ne se sente mal. Mais sur son visage, ce n'était pas de la souffrance, mais de la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis précipité vers elle, essuyant mes mains sur mon tablier. C'est d'Arthur. Elle a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. Un email. Il écrit qu'il a trouvé des documents qui pourraient m'intéresser. À propos de Gavin. J'ai froncé les sourcils. La dernière chose dont nous avions besoin en ce moment était un retour vers le passé. Quel document? Est-ce qu'il précise? Non. Olivia a secoué la tête. Il écrit seulement que c'est important et que cela pourrait compter pour le futur enfant. Il veut me rencontrer. Et vas-tu accepter?
ai-je demandé prudemment. Elle a pensivement frotté son ventre, où le petit être donnait des coups vigoureux. Je pense que oui, a-t-elle fini par dire. Il s'est comporté correctement tout ce temps, n'a pas mis de pression, ne s'est pas imposé, et si c'est vraiment quelque chose d'important pour le bébé. J'ai hoché la tête. Au cours de ces mois, j'avais appris à faire confiance à l'intuition de ma fille. L'instinct maternel la rendait plus forte et plus sage. Quand veut-il nous voir? Il propose ce samedi, chez nous. Elle a souri faiblement. Il écrit qu'il viendra seul et qu'il comprend si nous préférons que quelqu'un d'autre soit présent. Je vais appeler Marcus, ai-je décidé. Il prévoyait de venir pour le week-end de toute façon. Samedi à midi pile, une berline argentée discrète s'est garée devant notre maison. Arthur, comme promis, est arrivé seul. Il paraissait différent de notre dernière rencontre, rajeuni, reposé, comme s'il s'était débarrassé d'un lourd fardeau. Nous l'avons accueilli dans le salon. Olivia était assise dans un fauteuil, s'enveloppant les jambes dans une couverture, bien que la journée soit chaude. Marcus se tenait près de la cheminée, faisant semblant d'examiner des photos sur l'étagère, mais je savais qu'il surveillait chaque mouvement de l'invité. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Arthur s'est assis sur la chaise en face d'Olivia. Comment vous sentez-vous? Bien. Elle a posé sa main sur son ventre déjà impressionnant. Le médecin dit que tout se passe à merveille. Le terme est dans 2 mois. Ravi de l'entendre. Il a hoché la tête, et j'ai remarqué une chaleur sincère dans ses yeux. Est-ce que la maison vous convient? Tout à fait. Olivia a regardé autour du salon spacieux. Merci encore. Il a balayé le remerciement d'un geste de la main. Je vous en prie. Puis il a sorti un dossier épais avec une couverture bleue de sa mallette et l'a posé sur la table basse. J'avais promis de ne pas interférer dans votre vie avant que vous ne soyez prête vous-même, a-t-il commencé. Et j'aurais tenu cette promesse si je n'avais pas découvert ces documents. Qu'est-ce que c'est? A demandé Olivia, regardant le dossier sans le toucher. Des dossiers médicaux, a répondu Arthur. Ceux de Gavin et de Lucille. Quelque chose que je ne savais pas moi-même jusqu'à récemment. Il a ouvert le dossier et a sorti plusieurs feuilles portant des sceaux et des timbres d'institutions médicales. Quand vous étiez enceinte il y a 2 ans, la première fois. Il parlait lentement, choisissant ses mots, et a perdu le bébé. Ce n'était pas un accident. Olivia a pâli. Je me suis involontairement penché en avant. De quoi parlait-il? Lucille vous glissait des drogues, a continué Arthur, regardant Olivia droit dans les yeux. Des abortifs. Dans le thé, dans la nourriture. Systématiquement sur plusieurs semaines. J'ai entendu Marcus inspirer brusquement. Olivia s'est figée. Son visage est devenu plus blanc que la craie. Comment? Comment le savez-vous? A-t-elle chuchoté. J'ai trouvé des reçus. Il a désigné les documents dans le dossier. Des ordonnances établies au nom d'hommes de paille. Et puis j'ai engagé un détective privé qui a parlé à votre ancienne femme de ménage. Elle a confirmé que Lucie lui donnait des poudres à ajouter à votre nourriture, soi-disant des vitamines. Olivia a couvert son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Je me suis précipité vers elle, je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai pressée contre moi. C'est monstrueux, a dit Marcus doucement, même pour elle. Oui, a acquiescé Arthur. J'ai été choqué quand je l'ai découvert et j'ai décidé que vous deviez connaître la vérité, surtout maintenant, alors que vous attendez un enfant. Pourquoi? Olivia a levé son visage souillé de larmes. Pourquoi a-t-elle fait ça? À cause de l'héritage, a-t-il répondu. Nous avons une clause dans le trust familial. L'héritier ne prend le contrôle de l'entreprise qu'après la naissance de son propre héritier. Lucille ne voulait pas que Gavin devienne indépendant d'elle. Il s'est tu, puis a ajouté calmement, et aussi, Gavin savait. Ces 2 mots sont restés suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Olivia s'est figée dans mes bras. Savait, a répété Marcus. Tu veux dire? Oui, a hoché Arthur. Il savait que sa mère empoisonnait sa femme pour provoquer une fausse couche, et n'a rien fait pour l'arrêter. Oh, mon Dieu, ai-je chuchoté, serrant ma fille plus fort. Comment a-t-il pu? Je vous ai dit que c'est un homme faible, a dit Arthur avec amertume. Il l'a toujours été. Mais je ne pensais pas que sa faiblesse allait jusque-là. Je n'aurais jamais. Il a trébuché, et pendant un instant, son visage sévère s'est tordu de douleur.
Je n'aurais jamais permis que cela arrive si j'avais su. Olivia s'est lentement libérée de mon étreinte. Son visage, mouillé de larmes, est soudainement devenu étonnamment calme. Merci de me l'avoir dit, a-t-elle dit doucement. Cela explique beaucoup de choses. Elle s'est levée et est allée à la fenêtre. La lumière du soleil soulignait sa silhouette, accentuant son ventre arrondi. Elle y a posé ses deux mains, comme pour protéger l'enfant. Je m'en suis toujours voulu, a-t-elle dit en regardant par la fenêtre. Je pensais avoir fait quelque chose de mal. Ne pas l'avoir protégé. Les médecins disaient le stress, le surmenage et c'était elle et lui. Arthur s'est levé et s'est approché d'elle, mais ne l'a pas touchée, gardant une distance. Je suis désolé, a-t-il dit. Tellement désolé de n'avoir pu te protéger alors. De n'avoir pas vu ce qui se passait dans ma propre famille. Olivia s'est tournée vers lui, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. De la colère. Pas du désespoir, pas de la peur, mais une colère pure et saine. Vous n'êtes pas à blâmer, a-t-elle dit fermement. Vous ne saviez pas. Mais eux. Ils savaient. Tous les deux. Et maintenant, je sais aussi. Elle s'est dirigée vers la table et a fermé le dossier de documents. Que comptez-vous faire de ces informations, a demandé Arthur. Rien. Olivia a secoué la tête. Que puis-je faire? Les preuves ne suffisent pas pour un tribunal. Et pourquoi? Elle est déjà punie. Et lui? Il vivra avec ça pour le restant de ses jours. Elle a de nouveau posé sa main sur son ventre. Je vais me concentrer sur l'avenir, sur mon enfant, sur notre nouvelle vie. Arthur a hoché la tête. Dans ses yeux a brillé quelque chose ressemblant à du respect. Tu es une femme forte, Olivia. Plus forte que je ne le pensais. J'ai de bons gènes. Elle a jeté un regard vers moi et a souri faiblement. Le sang noir, tu te souviens. Je m'en souviens. Il a souri aussi. Et je serai heureux si ce sang coule dans les veines de mon petit enfant. Cela apportera de la force à notre famille. À ma famille, l'a doucement corrigé Olivia. Maintenant, c'est ma famille. Moi, mon enfant, ma mère, mon oncle. Mais vous pouvez en faire partie si vous le voulez. Il a acquiescé, acceptant ces conditions. Sur son visage se lisait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose comme de la gratitude. Je le veux, a-t-il simplement dit. Après son départ, nous sommes restés assis en silence. Olivia est retournée à sa chaise. Son visage était pensif, mais calme. Comment vas-tu, a fini par demander Marcus. Étrangement, ça va mieux, a-t-elle souri faiblement. Comme si quelque chose s'était éclairci. Comme si la dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Parfois, la chose la plus effrayante est l'inconnu, les conjectures, les auto-accusations. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous libère. Et que penses-tu d'Arthur, ai-je demandé. Es-tu vraiment prête à le laisser faire partie de la vie de l'enfant? Olivia a réfléchi. Il n'est pas comme eux, a-t-elle finalement dit. Pas comme Gavin et Lucille. Il a une colonne vertébrale, de l'honneur peut-être à sa propre façon démodée, mais c'est là. Elle m'a regardé. Et puis, ne m'as-tu pas appris qu'on ne peut pas juger une personne par sa famille? Que chacun ne répond que de ses propres actes? J'ai hoché la tête. C'étaient les mots de ma grand-mère, que je répétais souvent à ma fille quand elle était confrontée aux préjugés. Oui, je te l'ai appris, ai-je convenu. Et je suis fier que tu t'en sois souvenu. D'ailleurs, a ajouté Olivia en caressant son ventre, cela ne fera pas de mal au bébé d'avoir un homme à proximité qu'il pourra respecter, qui montrera ce que signifie être fort et juste. Marcus a toussé. Il a déjà un tel homme, a-t-il dit avec une offense feinte. Je suis son oncle, après tout. Nous avons ri, et la tension qui nous habitait depuis l'apparition d'Arthur s'est enfin relâchée. Le soir, quand Marcus est allé en ville pour affaires, Olivia et moi nous sommes assises sur la véranda. Le coucher de soleil peignait le ciel de tons roses et dorés. Les oiseaux chantaient dans le jardin, une image idyllique qui semblait irréelle après tout ce qui avait été enduré. Tu sais, maman, a soudainement dit Olivia, j'ai pensé à un prénom pour le bébé. Oui. Je me suis tourné vers elle. Et quel est-il? Si c'est un garçon, Nicolas, en l'honneur de l'arrière-grand-père. Elle a souri. Et si c'est une fille, Zora,
comme l'arrière-grand-mère. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Zora. Le prénom de ma grand-mère. La femme fière qui avait affronté une vie laineuse par amour, dont Lucille avait qualifié le sang de sale. Ce sont de beaux prénoms, ai-je dit en serrant la main de ma fille. Il serait fier. Je veux que l'enfant connaisse ses racines, a continué Olivia, des deux côtés, le bon et le mauvais, la force et la faiblesse, pour qu'il puisse choisir quel genre de personne il deviendra. Elle a regardé le coucher du soleil, et l'éclat doré se reflétait dans ses yeux. J'avais tellement peur, maman. Pendant tous ces mois, j'avais peur de ne pas y arriver seul, de ne pas pouvoir protéger l'enfant de ce monde. Mais maintenant je comprends. Je ne suis pas seul. J'ai toi, l'oncle Marcus. Même Arthur, étrangement. Elle a posé sa main sur son ventre. Et j'ai une force que je ne soupçonnais même pas. Une force qui s'est manifestée quand on en avait le plus besoin, ai-je dit. Ce sang d'Evance, ai-je souri. Ce sang d'Evance, a-t-elle répété. Et tu sais quoi? Je n'en ai plus honte. J'en suis fier. À ce moment-là, en regardant ma fille illuminée par le soleil couchant, la main sur son ventre où grandissait un nouvel être humain, j'ai pensé à l'histoire de notre famille. À ma grand-mère qui a défié la société par amour. À mon grand-père qui nous a appris à nous défendre dans un monde où la force est souvent confondue avec le droit. À mon frère qui est venu aider dans un moment de danger. À Olivia qui a trouvé la force de commencer une nouvelle vie après la trahison, et à l'enfant qui naîtrait bientôt avec le sang de guerriers et de survivants, d'éclaireurs et d'âmes éprises de liberté, avec un héritage de force et de résilience, de sagesse et de justice. Dans ses veines coulerait un sang qu'ils ont essayé de noircir, mais nous savions que ce sang n'était pas sale. Ce sang était de l'or. Par une matinée ensoleillée de juin, j'ai été réveillé par un appel téléphonique. L'horloge indiquait 5 heures du matin. Mon cœur a bondi. Qui appelle à une telle heure? Dans le combiné, la voix excitée de Marcus s'est fait entendre. Ruby, prépare-toi. Olivia a perdu les os. Je roule déjà vers vous. Je me suis précipité dans la chambre de ma fille. Elle était assise sur le bord du lit, pâle, les yeux effrayés. Maman, je crois que ça a commencé, a-t-elle chuchoté. C'est tôt, 2 semaines avant la date prévue. C'est bon, ma puce. J'ai essayé de parler calmement, bien que je ne sois pas moins inquiète. 2 semaines, c'est normal. Le bébé a juste décidé de se dépêcher. Je l'ai aidé à rassembler le sac déjà préparé et à changer de vêtements. 20 minutes plus tard, Marcus arrivait. Il était calme et efficace, comme toujours dans les situations critiques. J'ai organisé les choses avec l'hôpital, a-t-il dit en aidant Olivia à monter dans la voiture. Ils nous attendent. Tout ira bien. La route vers la ville semblait interminable. Les contractions d'Olivia arrivaient à intervalles de 10 minutes. Elle supportait la douleur stoïquement, serrant seulement ma main très fort quand une nouvelle vague arrivait. Aux urgences, nous avons été accueillis par une femme médecin d'un certain âge, aux yeux bienveillants et aux gestes décidés. Premier accouchement, a-t-elle demandé en aidant Olivia à s'installer dans un fauteuil roulant. Oui, a répondu ma fille, grimaçant de douleur. Tout ira bien, a dit le médecin avec assurance. Maman peut venir avec vous en salle de travail si vous le voulez. Olivia m'a regardé avec gratitude, et j'ai hoché la tête. Marcus est resté dans le couloir. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes ne se ferment était son visage pâle et un pouce levé. Le travail a été dur. 14 heures de contraction, de cris, de douleur, de larmes. J'ai tenu la main de ma fille, j'ai essuyé la sueur de son front, j'ai prononcé des mots de soutien. Voir sa souffrance était insupportable. Mais je savais que c'était une douleur nécessaire, une douleur qui mènerait à une nouvelle vie. À 7 heures du soir, le premier cri du nouveau-né a retenti, perçant, furieux, vivant. Une fille, a annoncé la sage-femme, soulevant une petite créature couverte de sang. Une fille saine et forte. J'ai regardé comment il posait la petite fille sur la poitrine d'Olivia, comment ma fille, épuisée mais heureuse, touchait le minuscule visage avec des doigts tremblants. Zora, a-t-elle chuchoté. Ma petite Zora. Dans le couloir, il n'y avait pas que Marcus qui nous attendait. À ma surprise, Arthur était là aussi, avec un énorme bouquet de roses blanches et une expression déconcertée sur le visage. Marcus m'a appelé, a-t-il expliqué, voyant ma surprise. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai secoué la tête.
Il avait le droit de savoir pour la naissance de sa petite fille. Une fille, a dit Marcus en me serrant dans ses bras. Comment l'ont-ils appelée? Zora, ai-je répondu, observant la réaction d'Arthur, en l'honneur de ma grand-mère. Il a haussé les sourcils de surprise, mais a ensuite souri un sourire rare et sincère qui a complètement transformé son visage sévère. Zora Sterling, a-t-il dit pensivement. Inhabituel pour notre famille, mais beau. Juste Zora, j'ai secoué la tête. Olivia a décidé de lui donner notre nom de famille, Vance. Il a gardé le silence, puis a acquiescé. Je comprends et j'approuve. Marcus a posé une main sur son épaule, un geste qui, 3 mois plus tôt, aurait semblé impensable. Félicitations, grand-père, a-t-il dit avec un sourire. Tu as une magnifique petite fille. 2 jours plus tard, Olivia et le bébé sont rentrés à la maison. Zora s'est avérée être un bébé calme, elle mangeait bien, pleurait rarement et dormait beaucoup. Seuls ses yeux, quand elle les ouvrait, étaient étonnamment savants pour un nouveau-né sombre, attentif, comme si elle comprenait déjà tout de ce monde. La vie tournait autour de ce petit être humain, nuit blanche, couche, tété, premier sourire. Marcus est devenu un invité fréquent, il apportait des cadeaux, aidait à la maison et pouvait rester assis pendant des heures à côté du berceau, racontant à la petite des histoires incroyables sur les pays lointains qu'il avait visités. Arthur venait une fois toutes les 2 semaines, prévenait toujours à l'avance, ne restait jamais longtemps et apportait des cadeaux coûteux, mais n'essayait jamais d'imposer sa volonté ou d'interférer dans son éducation. Progressivement, ces visites sont devenues une partie habituelle de notre vie. L'été de cette année-là a été chaud. En août, quand Zora a eu 2 mois, nous passions la majeure partie de la journée sur la véranda. Olivia lisait des livres. Je tricotais de minuscules chaussettes pour ma petite fille. Le bébé dormait à l'ombre d'un pommier étalé. Un jour, alors que nous étions ainsi assises, une voiture inconnue s'est arrêtée devant la maison. Un jeune homme dans un costume coûteux en est sorti. Je me suis tendu. Nous n'attendions pas d'invité. Olivia a pâli en le reconnaissant. Gavin, a-t-elle chuchoté. Je me suis instinctivement rapproché de la poussette avec le bébé. Après tout ce que nous avions appris sur lui, son apparition n'augurait rien de bon. Il a marché jusqu'à la véranda, s'est arrêté à quelques pas de nous. Il avait l'air mal en point plus mince, avec des cernes sous les yeux, nerveux. Bonjour, Olivia, a-t-il dit doucement. Madame Vance. Que voulez-vous, ai-je demandé directement, sans perdre de temps en salutations. Il a grimacé, mais n'a pas discuté. Je voulais voir l'enfant. Il a fait un signe de tête vers la poussette. Père a dit que j'avais une fille. Olivia s'est levée, faisant écran à la poussette. Pourquoi? Sa voix était froide. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Je suis son père. Il a fait un pas en avant mais s'est arrêté, voyant l'expression sur le visage d'Olivia. Père. Elle a ri amèrement. Un père protège ses enfants. Un père ne laisse personne leur faire du mal. Et vous? Vous saviez que votre mère m'empoisonnait pour que je perde notre premier enfant. Et vous n'avez rien fait. Il a pâli, baissant la tête. Je ne savais pas comment l'arrêter, a-t-il chuchoté. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Vous auriez pu me le dire, Olivia marquait des pauses entre les mots, comme si chacun de lui était difficile. Me prévenir. Me protéger. Mais vous l'avez choisi elle, comme toujours. Il est resté silencieux, et ce silence était plus éloquent que toutes les excuses. Partez, a dit Olivia doucement. Zora n'a pas de père. Ce sera mieux pour elle ainsi. Olivia, s'il te plaît. Il a levé vers elle des yeux pleins de larmes. J'ai changé. Je ne parle plus à ma mère. J'ai suivi une thérapie. Je veux réparer mes erreurs, faire partie de la vie de mon enfant. Elle l'a regardé pendant un long moment, l'étudiant, puis a lentement secoué la tête. Non, Gavin. Trop tard. Trop de douleur. Je ne peux pas vous confier notre fille, et je ne veux pas qu'elle grandisse avec un tel exemple d'homme sous les yeux. Il a serré les poings, et pendant un instant, j'ai eu peur qu'il ne commette l'irréparable. Mais ses épaules se sont affaissées et il a hoché la tête. Je comprends, a-t-il dit doucement. Mais si jamais tu changes d'avis, j'attendrai. Il s'est détourné et a marché vers la voiture. Olivia l'a regardé partir, et dans ses yeux il n'y avait ni haine ni amour, seulement de la fatigue et du détachement. Quand la voiture a disparu au tournant,
elle s'est affaissée sur la chaise à côté de moi et a pris ma main. Ai-je bien fait? A-t-elle demandé doucement. Tu as fait ce que tu pensais nécessaire pour protéger ton enfant, ai-je répondu. Personne n'a le droit de te juger pour cela. Zora a bougé dans la poussette, et Olivia s'est penchée vers elle, ajustant la couverture. Le bébé a regardé sa mère avec des yeux grands ouverts, sombres comme la nuit, comme ceux de ma grand-mère Zora. Tu sais, maman, a dit Olivia pensivement, sans quitter sa fille des yeux, j'avais l'habitude de penser que la force était quelque chose de bruyant, des actes héroïques, des décisions audacieuses, des paroles fortes. Elle a caressé la minuscule paume de Zora, et le bébé a serré fermement son doigt. Mais maintenant je comprends que la vraie force est souvent silencieuse. Ce sont de petites décisions quotidiennes. Le choix de protéger ceux que l'on aime. La capacité de recommencer quand il semble que la vie est détruite. J'ai regardé ma fille, son visage calme et confiant, et la fierté m'a submergé. Elle avait traversé la trahison, la violence, la douleur, et en était sortie plus forte, plus sage, entière. C'est le sang des Vance, ai-je souri, répétant la phrase qui était passée d'une insulte à un symbole de force et de résilience pour nous. Oui. Olivia a soulevé Zora dans ses bras. Et maintenant il coule en elle, dans une nouvelle génération, dans ma fille, qui n'aura jamais honte de ses racines. L'automne est arrivé sans prévenir, colorant les feuilles d'or et de pourpre. Zora grandissait, devenant chaque jour plus curieuse et active. À 3 mois, elle tenait déjà sa tête avec assurance, suivait des yeux les objets en mouvement et souriait quand on lui parlait. Les traits du visage émergeaient progressivement, des pommettes hautes, des yeux sombres, un petit menton têtu. De plus en plus souvent, je remarquais en elle une ressemblance avec ma grand-mère, dont elle portait le prénom. Un jour, fin septembre, alors que les premières gelées argentaient déjà l'herbe le matin, Arthur est arrivé. Il apportait, comme d'habitude, des cadeaux, cette fois un cheval à bascule en bois fait main qui était encore trop grand pour Zora. Pour quand elle aura grandi, a-t-il dit, regardant avec tendresse Olivia nourrir le bébé. Très bientôt, elle commencera à marcher. Nous nous sommes assis dans le salon et avons bu du thé avec une tarte aux pommes que j'avais cuite le matin. La conversation coulait tranquillement, abordant des sujets sans risque, la météo, les projets pour l'hiver, la santé de Zora. Gavin est passé, a soudainement dit Olivia, sans lever les yeux de sa fille. Il y a 1 mois. Arthur s'est tendu. Je ne savais pas, a-t-il dit après une pause. Que voulait-il? Voir Zora, a répondu Olivia. J'ai refusé. Il a hoché la tête, acceptant sa décision. C'est mon fils, a-t-il dit lentement, mais je ne te demanderai pas de le laisser entrer dans ta vie. C'est ton droit de décider. Merci, a dit Olivia doucement. J'apprécie cela. Elle m'a tendu Zora endormie, et j'ai porté le bébé au berceau. Quand je suis revenu, Olivia et Arthur parlaient de quelque chose de sérieux. Je pars, a-t-il dit. En Suisse. Les médecins ont trouvé des problèmes cardiaques. Besoin d'une opération. Pour longtemps, ai-je demandé, m'asseyant à côté de ma fille. Je ne sais pas. Il a haussé les épaules. 1 mois, peut-être plus. Tout dépend de la façon dont l'opération et la rééducation se passent. Il a sorti un dossier de documents de sa mallette et l'a posé sur la table. J'ai mis à jour mon testament, a-t-il dit en regardant Olivia. Zora est mon unique héritière. Toute ma succession, l'entreprise, l'immobilier, tout lui reviendra après ma mort, et jusqu'à sa majorité, vous gérerez ses actifs en tant que fiduciaire. Olivia a haussé les sourcils de stupeur. Mais vous avez un fils. Gavin recevra une allocation fixe, a dit Arthur fermement. Assez pour une vie confortable, mais pas plus. Il a prouvé qu'il est incapable de gérer l'entreprise familiale. Olivia a secoué la tête. Je ne peux pas accepter cela. C'est trop. Tu le peux, et tu le feras. Pour la première fois de notre connaissance, des notes de l'ancien homme d'affaires puissant résonnaient dans sa voix. Ce n'est pas négociable. J'ai pris ma décision. Il s'est adouci en voyant l'expression sur le visage d'Olivia. Écoute, ce n'est pas de la charité. C'est mon choix. Je veux que mon héritage perdure, que le travail de ma vie passe entre des mains fiables. Je vois en toi une force qui a toujours manqué à Gavin. Et je sais que tu élèveras Zora pour qu'elle soit digne de cet héritage. Olivia est restée silencieuse pendant un long moment, puis a lentement hoché la tête. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Je veux que vous reveniez, vivant et en bonne santé.
Zora a besoin d'un grand-père. Son visage s'est détendu. Dans ses yeux est apparu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la tendresse. Je te le promets, a-t-il dit. Après son départ, Olivia et moi nous sommes assises en silence. Le soleil se couchait, peignant la pièce de ton doré. De la chambre de bébé venait la respiration calme de Zora endormie. C'est étrange comme tout s'est passé, a dit Olivia pensivement. Il y a un an, j'avais peur de ces gens, je les considérais comme des ennemis. Et maintenant? La vie est imprévisible, j'ai pris sa main. Et les gens aussi. On ne peut pas juger un livre à sa couverture, comme disait grand-mère. Olivia a souri. Elle me manque tellement. Quel dommage qu'elle ne puisse pas voir son arrière-petite-fille. Elle la voit, j'en étais sûr. Et elle est fière de vous deux. De la chambre est venu un petit cri. Olivia s'est levée pour aller vers sa fille mais s'est arrêtée sur le seuil et s'est tournée vers moi. Tu sais, maman, je suis reconnaissante pour tout ce qui est arrivé même pour la douleur, pour la trahison, pour la peur. Sans cela, je ne serais pas devenue celle que je suis maintenant, et je n'aurais pas Zora. Je l'ai regardée marcher vers sa fille svelte, sûre d'elle, la tête haute. Je me suis souvenu de la femme effrayée et brisée que j'avais trouvée dans les bois par ce froid soir d'automne et j'ai compris qu'elle avait raison. Parfois, nous devons traverser l'obscurité pour voir la lumière. Parfois, la douleur n'est pas la fin mais un début. Parfois, ce que les autres considèrent comme notre défaut s'avère être notre plus grande force. Le sang noir, le sang des survivants, le sang des résilients, le sang de ceux qui n'abandonnent pas, le sang qui a été soumis à la persécution pendant des siècles mais qui a toujours trouvé un chemin vers la liberté, le sang qu'ils ont essayé de mépriser mais qui s'est avéré plus fort que les préjugés et la haine. Ce sang coule dans les veines de ma petite fille, et il ne sera jamais sale. Ce sera sa force, son héritage, sa fierté. Et nous, moi, Olivia, Marcus, même Arthur, nous serons à ses côtés pour la protéger, l'enseigner et l'aimer, pour qu'elle n'oublie jamais qui elle est et d'où elle vient. Pour qu'elle sache toujours, dans ses veines coule le sang des vainqueurs. Si vous avez aimé l'histoire, appuyez sur le bouton pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous motive à créer de nouvelles histoires intéressantes chaque jour. Ne manquez pas la nouvelle vidéo que vous voyez en ce moment sur l'écran principal. Je vous souhaite le meilleur et soyez heureux.